Let's think out loud. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning, le podcast du fan club de Tammy Preston, bien sûr. Je suis le shérif Sofiane, et à mes côtés, comme toujours, Charlotte du rayon parfumerie. Cette semaine, nous allons vous parler de This is the Chair, la partie 9 de Twin Peaks The Return. Et pour nous rejoindre dans la zone, il est rédacteur en chef adjoint du magazine SoFilm et aussi l'auteur de Voyage à Twin Peaks, dans lequel il se penche sur les coulisses et secrets de Twin Peaks. Il m'avait rejoint il y a bien des lunes pour parler de Mulholland Drive et peut-être d'autres trucs, on n'est pas sûr. Je sais plus, je crois qu'il s'agissait de Mulholland Drive. Ouais. Moi aussi, je crois. Et c'est un plaisir de le recevoir à nouveau dans le Sheriff Department. Axel Cadieux, re-bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup pour l'accueil, bonjour tout le monde. Donc la dernière fois, on avait parlé de Mulholland Drive. Ouais. Là, on va parler de Twin Peaks. Ouais. Et c'est plus un sujet qui te fascine, vu que tu as quand même écrit un livre sur le sujet. Non, honnêtement, les deux me fascinent de la même manière. Mais le Land Drive, c'était parce que j'avais fait une couverture pour SoFilm à l'époque, où j'avais interviewé 30-35 personnes qui avaient travaillé sur le film, donc c'était plus dans une logique de fabrication. Twin Peaks, en fait, j'avais écrit un livre un peu par le truchement du hasard, où j'avais été envoyé à l'époque. À l'époque, j'étais pas rédacteur en chef, j'étais simple pigiste, et j'avais été envoyé là-bas par le magazine en 2015 pour faire tout un tas de choses, dont un reportage là-bas sur le vrai Twin Peaks, North Bend, que Charlotte, tu connais bien, et rencontrer des gens qui avaient là encore travaillé sur la série. Et en fait, j'étais arrivé quasiment le premier jour de tournage de cette saison 3 de The Return. Folie. Et malheureusement, j'étais pas tombé sur l'équipe de tournage, j'avais assisté à rien, si ce n'est Sabrina Sutherland, dont vous parlez assez régulièrement dans ce podcast, qui m'avait gentiment accueilli et en même temps gentiment éconduit, pour me dire que non, je pourrais pas assister à des scènes, ce que je comprenais évidemment amplement. L'idée, c'était juste de saisir un peu l'atmosphère, de raconter North Bend, qui est évidemment indissociable aussi de l'atmosphère Twin Peaksienne, et puis plus tard, à la fois à Seattle et à Los Angeles, de rencontrer des gens qui avaient travaillé sur la série, tout simplement. T'as rencontré qui de beau ? J'avais rencontré Chris Mulkey. Là, c'était il y a quand même 11 ans. Donc, j'avais rencontré Chris Mulkey, qui n'est pas dans cette saison 3. J'avais rencontré Hawk. Vous allez me rafraîchir la mémoire, parce que là, en plus... Michael Horse. Voilà. Je suis pris de court, je ne sais T'étais plus passé qui j'ai au rencontré. Double Art, moi je l'avais lu ce bouquin, t'avais même parlé à des gens qui... Parce qu'il y avait des entretiens avec des gens qui avaient travaillé dessus, mais moi en tant que fan de Twin Peaks, ce que j'avais préféré dans le bouquin d'Axel, c'était qu'il parlait à des gens qui vivaient dans le coin, ou qui venaient un peu se recueillir, faire un petit pèlerinage, et puis qui du coup étaient comme nous, quoi. Ouais, en fait il y avait deux parties, il y avait vraiment une partie genre la mythologie Twin Peaks, et il y avait la fabrication Twin Peaks. Donc pour ce qui est de la mythologie, j'avais rencontré plein de fans, et voilà, des gens qui vivaient dans ce contexte-là au quotidien et qui avaient par ailleurs grandi il y a 30 ans, enfin à l'époque il y a 20 ans, 25 ans avec Twin Peaks. Et ensuite, j'avais rencontré des gens qui avaient fabriqué la série. Donc j'avais aussi rencontré Dwayne Dunham, ça me revient, le monteur. J'avais rencontré Charlotte Stewart dans une pizzeria de Beverly Hills qui m'avait appris que Charlotte Coulson était très malade. Elle venait de tourner la saison 3. Catherine Coulson était très malade. Et Catherine Coulson, d'ailleurs, on avait échangé des mails où je savais pas du tout qu'elle était malade et elle m'avait dit si vous n'êtes pas dispo là maintenant par mail ou par téléphone, on le fera dans 2-3 semaines. J'avais dit OK et dans l'intervalle, elle était décédée. C'était mon grand regret. Il y avait eu Walter Olkiewicz aussi, qui vous en avez parlé dans un moment dans le podcast, qui joue un des Renault au bar et qui pareil lui-même il est depuis décédé. Et à l'époque, il avait des vrais problèmes de santé. Et vous expliquiez dans un des épisodes qu'il avait été ramené par Lynch pour l'aider un peu financièrement, si je dis pas de bêtises. Ouais, pour qu'il puisse être... pour son assurance, pour une histoire d'assurance. L'assurance, c'était le balayeur. Non, l'assurance, c'était le Renault qui était derrière le... Ouais. Voilà, toute la scène a été écrite pour qu'elle dure assez longtemps pour qu'il puisse avoir... l'assurance, je pense que c'est une histoire comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Bon, bref, j'aurais révisé. C'est vrai que je me souviens plus très exactement de tous les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là, mais c'était assez fascinant, quoi. Voilà. C'était une belle histoire. C'était une très chouette histoire, dont voilà. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, j'ai découvert Twin Peaks assez tard. J'ai découvert Twin Peaks, je dirais, autour de 2010. Et je suis évidemment tombé tout de suite fan, mais en fait, je suis plus passé d'abord par Les Sopranos et par The Wire.
Enfin, les Moi enfants aussi, de Twin Peaks, davantage de Soprano que The Wire, mais bon voilà. Et j'ai découvert le papa ensuite, quoi, on va dire. Donc j'ai fait ça un peu dans le mauvais sens. Moi aussi, j'ai découvert Les Sopranos en premier, puis The Wire, puis Twin Peaks. Je crois que c'est ça l'ordre que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'en regardant Les Sopranos, il y avait toujours le spectre Twin Peaks, parce que David Chase adorait il est partout. parler du fait que sans Twin Peaks, Les Sopranos n'existeraient pas. Mais quand on regarde Les Sopranos, on n'a pas forcément l'impression que c'est la même chose que Twin Peaks. Carrément. Même s'il y a quand même dans les deux une forme d'humour un peu sur des gens de la vie de tous les jours, en fait. Bon, en l'occurrence, c'est des mafieux dans les Sopranos, mais il y a aussi les rêves, bien sûr, qui sont les rêves de Tony Soprano, où on est vraiment dans sa tête et il se passe des choses très étranges, mais qui en même temps donnent des réponses à des questions qu'on pouvait avoir sur la psyché de Tony Soprano. Mais c'est vrai que moi, quand j'avais regardé Twin Peaks la première fois, je regarde le premier épisode et je me dis, mais ça n'a rien à voir avec les Sopranos. En fait, on m'a menti. On m'a dit que c'était lié aux Sopranos, que c'était voilà, le papa, comme tu disais. Et en fait, c'est plus en regardant toute la série en entier et surtout la fin où on peut se dire, en fait, oui, ok, je comprends l'affiliation entre Twin Peaks et les Sopranos, mais sur le coup, Twin Peaks, ça m'a pas non plus pris tout de suite, moi perso, quand j'ai découvert. C'est la musique d'abord, le générique, mais ça a pris du temps avant que. Je crois que j'ai même regardé le pilote plusieurs fois avant de vraiment rentrer dans la série. Bah, moi, je pense que les grandes choses se révèlent au fur et à mesure aussi. The Wire en fait clairement partie d'ailleurs. Ouais. Moi, je pense que le pilote, je l'ai vu 3 ou 4 fois avant de regarder la saison entière, la saison 1, que j'ai abandonné, que j'ai repris 2 ans plus tard. Enfin, moi, je me disis, t'as pas le choix, il faut que tu regardes The Wire. Et je n'y arrivais pas, quoi. En fait, il faut arriver jusqu'à Omar. Et c'est là qu'il peut se passer quelque chose. Oui, c'est vrai qu'il est un ancrage d'amour assez fort. Il arrive au 3e ou 4e épisode, et c'est là où en fait tu commences à comprendre un peu plus ce qu'ils essaient de dire et essaient de faire. C'est vrai que les 3-4 premiers épisodes de The Wire, c'est une série sur les flics, quoi. Donc faut gratter un peu pour comprendre que c'est bien plus que ça au final. Mais pour en revenir à Twin Peaks, comment tu as vécu la saison 3 ? Eh ben, c'est une excellente question parce que, je crois que c'était ton cas aussi, Charlotte, je l'ai découvert alors à Cannes, mais sur mon ordi. Alors moi, j'étais dans la salle avec David Lynch. Bon, bref. Mais parce que si je dis pas de bêtises, ça a été diffusé au même moment. Oui. Donc voilà, j'ai téléchargé. Enfin, j'ai vu d'une manière ou d'une autre, je sais plus exactement. Et j'ai été à l'époque très désarçonné, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire que moi en plus, je sortais de 3 ans de boulot sur la série, sur la saison 1, sur la saison 2. J'y avais été, donc je m'attendais vraiment. Enfin, je pense vraiment que j'étais le profil du fan qui attendait de retourner à Twin Peaks. Parce qu'évidemment, la série va pas nous donner. Pas tout de suite, voire très peu, de manière générale quand même. Je crois que si on fait le ratio, il y a quand même peu de scènes, pourcentage de scènes qui se passent à Twin Peaks, ni même avec des personnages qu'on connaît. Donc en fait, moi, ma première réaction, c'était la vraie déception, ou en tout cas très désarçonné, quoi. Et en fait, ça a duré, je pense, quasiment toute la vision de la chose. Malgré le 8 ? Ouais, le 8, j'ai vraiment aimé, mais si tu veux... Le 8, c'est pas non plus c'est Twin Peaks, mais c'est pas non plus le rapport, moi, que je peux adorer à Twin Peaks, à savoir un rapport un peu cocon et un rapport d'entre-moments, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, moi, les moments de bravoure dans Twin Peaks, c'est pas forcément mes favoris. Moi, ce que je vais préférer dans Twin Peaks, comme peut le dire Pacom très bien, c'est le café, c'est la tarte, c'est l'amour qui peut exister, les liens qu'on va tisser. Voilà, ça dans Twin Peaks, c'est ma came, quoi. Ça me parle complètement. Le 8, il est génial, bien évidemment. Et à ce moment-là, je suis dedans. Mais je retrouve pas non plus ce qui, pour moi, fait de Twin Peaks une très grande série quand je la découvre à l'époque avec la saison 1, quoi. Et donc, il a fallu en réalité que j'attende... ces derniers mois et la revision sur Arte pour en fait avec une Ah oui, quand même. Ouais, parce qu'en fait je m'étais jamais remis dedans, déjà parce que le Gaufret est hors de prix si je dis pas de bêtises. Donc en fait il aurait fallu que je voulais le voir dans les bonnes conditions, donc voilà et en fait je l'ai revu avec une personne qui avait adoré les 2 premières saisons mais qui n'avait jamais vu la 3, donc ça a été l'occasion pour moi de me remettre dedans. Et là, par ses yeux à elle, qui avait un peu oublié ces 2 premières saisons, donc qui n'était pas dans un rapport de fan service, on va dire, et en fait j'ai pris un autre chemin, quoi. Et je me suis dit ok, évidemment je m'attends plus à ce que Twin Peaks soit le Twin Peaks que j'ai connu. Je sais que ça va être autre chose parce que je l'ai déjà vu, et donc je prends cette chose à bras le corps et là j'essaye de la comprendre pleinement.
Et donc voilà, ça a été ma vraie révélation Twin Peaks The Return, assez récemment. Bah, j'espère que plus de fans de la première heure, Charlotte, ont eu cette réaction aussi, des années plus tard, de revoir la série et de se dire on met nos attentes de côté, on oublie un petit peu la tarte à la cerise, on oublie un peu tout ça. Bon, on a encore les arbres, hein, bien sûr, mais on oublie un peu la tarte à la cerise. Non, mais il faut carrément oublier qu'on est fan, en fait. Faut oublier. Faut carrément se dire, bon, c'est quoi ce truc, je vais dedans comme si je connaissais pas. Et c'est vrai que du coup, l'appeler The Return, c'est tellement trompeur. Bah oui. Parce que moi, vas-y, j'y retourne. Et en fait, c'est vrai que tu y retournes très peu. Enfin, après, il y a des sublimes scènes à Twin Peaks qui, parfois, dépassent mon amour de la saison 1 et de la saison 2. Enfin, on n'y est toujours pas arrivé à ma scène préférée, mais on va y arriver. Et voilà, il y a des grands moments sublimes pour les fans de Twin Peaks, mais c'est vrai qu'en fait, la seule façon d'y arriver, c'est d'oublier que t'es fan. Et je pense que vraiment, on remerciera jamais assez Arte d'avoir récupéré tout ça et de permettre aux gens de le voir gratuitement et de prendre le temps qu'il faut et tout, quoi. Il y a plein de nouveaux fans, en fait, grâce à Arte, là, en ce moment. Ouais. J'ai aussi cette impression que, en fait, Twin Peaks The Return, c'est à la fois pour les fans comme nous de Twin Peaks, mais aussi pour les fans de Lynch, le réalisateur de films, en fait, quoi. Et donc, quand on regarde Inland Empire, Mulholland Drive, Lost Highway et Firewalk With Me, on a un peu de tout ça dans The Return. Hein. C'est ça, c'est qu'il a mis de côté la télé-network qu'il avait dans les années 80-90 pour dire, maintenant, je vais faire ce que je fais au cinéma, mais à la télé. Et donc, ouais, c'est un truc, faut adhérer, quoi. Moi, j'ai adhéré tout de suite, hein, personnellement. Twin Peaks The Return, voilà, je peux le dire, j'aimais avant que ce soit cool. Mais ça a toujours été cool. Voilà. Je pense que le contexte de découverte change beaucoup de choses. Je pense qu'il suffit de voir les 2-3 premiers épisodes à un moment donné où tu es un peu fatigué, ou comme moi, je suis à Cannes entre 4 films, je suis pas super éveillé, je suis pas super attentif, malgré moi, mais en fait, je peux pas attendre une semaine pour les voir, donc j'y vais. Et en fait, tu passes à côté d'un truc, quoi. Tu rates le train, quoi. Et après, la vie faisant, t'y reviens pas, et c'est dommage. Mais voilà, moi, j'avais jamais pris ce temps de redécouvrir. Et en fait, je trouve que déjà, d'une part, David Lynch, avec ce geste artistique-là, est hyper coquin, hyper taquin, et on retrouve bien là son humour, que je trouve par ailleurs hyper prégnant dans cette saison 3. Je me suis marré comme jamais en la redécouvrant, alors que la première fois, pas du tout. Et puis par ailleurs, je trouve qu'il nous élève en tant que spectateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il nous challenge aussi. Pour moi, le vrai geste d'artiste et de cinéaste aujourd'hui, c'est pas de dire « Ok, je vous renvoie là où vous avez votre confort ». C'est de dire « Maintenant, vous allez venir avec moi, je vais vous amener ailleurs ». Parce que moi aussi, je suis un autre cinéaste depuis ces 25 ans. Je suis devenu quelqu'un d'autre, je suis devenu un autre artiste. J'ai évolué, et heureusement. Donc heureusement que c'est pas la même chose, bien évidemment. Mais c'est un maxi best-of tout de même. On a même du Eraserhead et tout. En fait, quand on regarde un petit peu, et on a vraiment toute la palette de ce que Lynch peut faire. Et donc, c'est clair que ouais, c'est pas la comfort TV qu'on peut avoir. C'est vrai que pour me sentir un peu mieux, me mettre de bonne humeur, je sais pas si je regarderais Twin Peaks The Return, quoi. Tu non. dirais pas. Non, regarde Friends, reste. Non, cool. ça va. Non, merci. Non, ça c'est de la torture. Ça, Dans cet épisode, Diane reçoit l'équivalent démoniaque d'une dick pic, le Major Briggs perd officiellement la tête, Johnny Horn se prend pour une bête à cornes et Albert trouve l'amour. Allez, c'est parti. Donc Mr. C a la plus belle gueule de bois de sa vie, hein, on peut le dire. Il s'est fait tirer dessus, il est mort, puis il s'est fait ressusciter par des démons qui dansent. Je pense qu'on disait que Mr. C était dégueulasse, avait l'air de puer, qui était pas là. Et là, je pense qu'on peut pas. Il peut pas faire plus flippant, je trouve. Là, il est couvert vraiment littéralement couvert de sang comme Carrie, quoi. Et il marche tranquille. Bon, il va vers sa destination. Il est en forme. C'est un peu le seul lien qu'on a avec l'épisode précédent aussi, en fait. Parce qu'en fait, si t'enlèves les scènes de Mr. C dans l'épisode 8, il n'y a rien qui le lie directement à avant et après, en fait. Et donc, c'est intéressant de commencer avec Mr. C, histoire de dire, oui, il y a une continuité, vous inquiétez pas, ça tient debout. Voilà. Puis il est à pied, quoi. Moi, j'adore. Il a même plus de bagnole. Le mec n'a plus rien. Il est là, il marche tranquillou dans la campagne. Effectivement, il est dégueulasse. Ouais. Il est pas moche. Il est juste dégueulasse. Très grand maquillage. Ouais. Non, c'est vrai qu'ils ont bien géré le maquillage de Mr. C. Non, mais en tout cas, c'est vrai, vous faisiez souvent référence à on en a souvent vanté les louanges de Kyle MacLachlan, mais là, rien que sur la démarche, il y a une évidence, quoi.
Ouais, après, C'est va pas marcher lourd. avec des Santiago pointus. Je peux te dire qu'on marche tous comme ça. Ah ouais. C'est immarchable, cette carte. Il marche à la Lucky Luke, enfin, je sais pas comment. En fait, je sais que les acteurs ont des trucs, mais là, on dirait vraiment qu'il a les chaussures lestées. Alors, c'est peut-être les Santiago, j'ai jamais porté de Santiago, mais on dirait qu'il a les chaussures lestées, quoi. Comme un robot, un peu le T-1000 dans Terminator quand il va vite. Là, Ouais. comme ça. Il y a un côté comme ça, c'est très robotique. Et en même temps, pour moi, il fait très lézard, Mr. C, je trouve, avec ses yeux complètement noirs. Là, il bouge très peu. On dirait qu'il est toujours en économie d'énergie, en fait, Mr. C. Donc c'est rare de le voir bouger aussi vite. C'est comme si d'un seul coup, tu vois un lézard sprinter alors qu'il n'a pas bougé pendant 5 heures. Il rejoint Hutch, donc incarné par Tim Roth, qui est aussi le mari cocu de Chantal. Donc on a 2 acteurs de Hateful Eight, ce qui est très intéressant comme ça. Je me dis, est-ce que Lynch venait de voir le film et il a dit « Je veux ces 2-là » Ouais. C'est leur première occurrence dans la série. Non, on les a déjà vus avant. Chantal, on la voit dans un des tout premiers épisodes dans le motel avec Mr. C. Ouais. Elle est tellement amoureuse de lui, quoi. Elle est amoureuse de lui, mais en même temps, il y a son mari qui est là, qui a l'air fier du fait que sa femme est avec Mr. C. Bah, Mr. C a choisi sa femme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas rien. On dirait une secte un peu. Sur cette scène, je me suis dit, il y a quand même cette capacité à faire intervenir d'un coup 2 acteurs quand même majeurs et à s'en foutre royalement de la manière dont tu les révèles. C'est-à-dire que souvent, un cinéaste va dire, bon, ok, c'est le moment du caméo. La révélation. Et lui, Lynch, il est à un tel stade qu'en fait, il n'a pas besoin de ça, quoi. Il dit, bon, ok, enfin, tout le monde au même niveau. Et c'est l'œuvre qui prime, ça va pas être l'acteur ou l'actrice qu'on a envie de voir. Et là, je sais même pas comment ils apparaissent, mais enfin, il y a rien qui signale le fait. Tim Roth est juste là. Et puis ils sont au service de l'œuvre dans le travail, mais au service de Mr. C. Donc c'est vraiment, ce sont des serviteurs. C'est pas du tout des stars, on s'en fout. Et ouais, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'ils l'admirent un petit peu. Ils sont très relax en fait en sa présence. C'est un peu les seules personnes qu'on voit dans toute la série qui sont relax avec Mr. C, qui n'ont pas forcément peur de lui, ils sont même contents de le voir. J'ai l'impression quand ils le voient, ils sont heureux et c'est les seuls dans toute la saison qui. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu quel lien ils ont vraiment, comment ils se sont rencontrés, pourquoi ils adorent Mr. C à ce point. Est-ce que c'est juste parce qu'ils ont vendu leur âme à Mr. C? C'est intéressant parce que à chaque fois tous les autres, voilà, dès que tu te retrouves dans une scène avec ce mec, tu te pisses dessus, quoi. Bah, même au téléphone. Et on a la scène en question un tout petit peu plus tard. Ouais, il suffit qu'il même te par téléphone texto, pour quoi. que tu fasses un demi-arrêt cardiaque, quoi. Ouais. Peut-être du fait de cette relation entre elle et Mr. C, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de très intime entre eux qui fait que Mr. C se révèle bien plus doux dans la sphère privée que dans la sphère publique, j'en sais rien. Alors, ma théorie, on voit Chantal manger beaucoup de chips dans toute la saison. Et elle lui donne un paquet de chips juste avant qu'ils partent, comme si il partait à la guerre et elle lui laisse des photos d'elle ou un ruban. Elle lui donne un ruban avant qu'il parte à la guerre sur son cheval. Ouais. Et je me demande si c'est pas des chips au maïs. Oh. Et je crois que c'est des Cheetos, et les Cheetos, c'est des chips au maïs. Je me suis demandé ce qu'elle lui donnait. Voilà, donc c'est du Garmon Bonzia, techniquement, qu'elle lui donne, en fait. Donc ça veut dire que son evil side. Ça veut dire que donc Mr. C il ne bouffe que du maïs parce qu'à chaque fois qu'on le voit manger, c'est du maïs. Ça doit être franchement, ça doit être c'est pas étonnant que quand il vomit, ça ressemble à qu'est-ce qu'on avait dit déjà sur son vomi? On a tout dit, je crois. Ouais, on avait vomi tout dit, de chien, du goudron vomi par un chat. Ouais. À Vegas, Bushnell est interrogé par les frères Fusco à propos de Doogie qui attend dehors avec Jenny. Donc on apprend que Doogie aurait eu un accident de voiture avant de travailler pour Bushnell et qu'il n'a jamais été le même depuis, et surtout qu'il n'existait pas avant 1997, donc très certainement quand Mr. C l'a créé. Qu'est-ce que vous pensez de Bushnell? Parce qu'il a quand même une scène assez étrange avec les Fusco où il serre le poing comme un boxeur, parce que c'est un boxeur, Bushnell. En fait, j'ai parfois l'impression que Lynch met des acteurs dans une pièce et eux, ils font quelque chose. Et Lynch va leur dire « Ok, tu fais ça, tu le refais. Ok, tu le refais. Ok, tu resserres le poing, tu resserres le poing. Et toi, tu rigoles. Et lui, il rigole aussi. Et ensuite, toi, tu ris.
Et en fait, c'est plus. Ça n'a aucun sens scénaristique, ça ne mène nulle part, mais c'est plus une question de feeling, quoi, en fait. Juste, voilà, on a un mec qui serre le poing, et cette scène va durer pendant 30 secondes, juste de lui qui serre le poing, quoi. Au moins, ouais. En fait, pour moi, c'est assez symptomatique de la manière dont fonctionne, sur moi en tout cas, cette saison 3. C'est-à-dire que ce qu'elle raconte dans son ensemble, j'ai tendance parfois à l'oublier. Je perds le fil. Je sais plus où on est, il faut que je le revoie, machin. Par contre, je suis toujours fasciné par ce qui se passe à l'intérieur des scènes. Et il se passe toujours des choses à l'intérieur des scènes. Et la manière dont il malaxe sa matière à l'intérieur d'une scène, ça, je trouve ça fascinant. En l'occurrence, tu mentionnais Bushnell, mais ces 3 flics qui rient comme des benets en mentionnant la paire de pinces de l'Australien. Réplique que je trouve folle, tu vois. Et ils se marrent les uns les autres. Enfin, je sais pas comment... Enfin, on sait à peu près comment il fait ses castings et on sait comment il travaille les interactions entre les acteurs. Mais voilà, là, je trouve qu'à l'intérieur de cette scène, il se passe quelque chose. Et ces 3 flics-là, je dévie un peu de ta question, mais ces 3 flics-là, pour moi, ils sont aussi une sorte d'étape dans l'histoire du cinéma. L'espèce de trio comique un peu absurde, proche des frères Farrelly, qui eux-mêmes vont s'inspirer plus. Ouais, tu vois. Et pour moi, on est aussi sur un cinéaste, un artiste, David Lynch, qui, par l'entremise de cette saison-là, revisite un peu ses fascinations cinéphiles et sériphiles. Et je le vois vraiment comme une espèce de revisite passionnée et très nostalgique de pas mal de choses qui ont pu le faire vibrer. Cette scène-là, pour moi, elle raconte ça. C'est pour ça que je trouve que cette saison, elle est belle. C'est pour ce qu'elle dit dans l'absolu, mais aussi pour ce qu'elle dit de ce cinéaste-là, quoi, qui fait, genre, je sais pas si c'est un au revoir, je pense pas qu'il en ait conscience à ce moment-là, évidemment, mais en tout cas... qui prend un chemin qui a pu être fascinant pour lui à une époque. Et c'est d'autant plus vrai que ces 3 frères et ces 3 pieds nickelés sont devant un tableau qui rappelle le haut western. Donc il y a un autre genre cinématographique juste derrière eux. T'as mis pause ? J'ai fait une Sofiane. J'ai dit what would Sofiane do? Il regarderait le tableau. Je vais regarder le tableau. Eh bien, c'était un cow-boy et j'ai fait oh wow, John Ford, blablabla, blablabla, le Spielberg, tout ça. Toc. Et toi, tu me dis les 3 frères. Tu vois comment ça marche maintenant? Mais moi, je suis ta meilleure élève. Hein. Mais c'est vrai que les Three Stooges, ce serait pas étonnant que Lynch ait adoré ça. Hein. Les Three Amigos, enfin il y a des références. Les Marx Brothers aussi. Enfin, je pense que ce serait même plus les Marx Brothers pour lui, vu son âge et ce qu'il aime du cinéma de l'âge d'or d'Hollywood. Donc, mais ouais, les Fusco, déjà, je sais plus si on en avait parlé, mais juste le concept qui est 3 frères qui travaillent tout le temps ensemble et partout où ils vont, il y a toujours les 2 autres. Et donc, ça veut dire que quand t'envoies tes forces de police, tu perds toujours 2 mecs dans l'histoire plutôt que d'envoyer un seul gars. Il y a les 2 autres qui vont avec. Et... En fait, t'as envie d'un spin-off, quoi. Ouais, les Fusco. Mais il y a plein de personnages dans cette saison où tu te dis, un petit spin-off sur eux, ce serait quand même assez drôle. Et beaucoup de frères, hein, parce que t'avais les frères mafieux, on parlait des frères Renault. Enfin, il aime bien les fratries quand même, 2 garçons. Les Horn, ouais. Et puis l'affection. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que t'aurais très vite fait, chez plein de cinéastes, de les regarder de haut, ces mecs-là, tu vois. Genre les débilos qui mènent leur enquête, tu vois. En fait, moi, je trouve que je sais pas comment ça s'organise, je sais pas par quel miracle ça se fait, mais en fait, t'as de l'affection pour ces mecs-là, quoi. Tu vois, ils sont pas du tout pris de haut, quoi. Je pense que ils ont tous... La scène leur demandait d'avoir un rire un peu bête chacun, et il y en a un qui a fait un rire complètement débile, et d'ailleurs, ce mec, je sais plus son nom, j'avais parlé avec lui sur Twitter, il y a Celui du milieu. Le plus grand. Ouais, il a le meilleur rire. Celui qui a le meilleur rire. Il a une imitation de Lynch, le mec. Mais une imitation parfaite de Lynch, parce que il allait à ses cours de méditation transcendantale, etc. Donc, non seulement la voix est parfaite, mais en plus, tout ce qu'il dit, ça pourrait sortir de Lynch. Et ça, il faisait déjà cette imitation avant de faire Twin Peaks The Return. Donc, je me dis, Lynch a dû entendre son imitation et je regrette de ne pas avoir fait la même chose quand j'ai rencontré Lynch, de ne pas avoir fait une imitation de lui. Peut-être que j'aurais eu un boulot. Oh, imagine. Ouais. J'aurais pu être T'aurais été un frère quelque chose. J'aurais pu être dans son prochain film, tu sais, le fameux film. Hein. Qu'est-ce que tu penses de Doogie ? Écoute... Sans spoiler, hein, je précise. Ouais. J'ai religieusement écouté vos épisodes. J'ai été d'accord avec Charlotte avant ma revision. C'est-à-dire qu'il m'a gonflé. Ouais. Dougie m'a beaucoup frustré, beaucoup impatienté. Et en fait, en revoyant là, il m'a surtout
beaucoup touché. Ah, mais vraiment. Hein, C'est l'effet Dougie. Ah, je te jure, Voilà. j'ai vraiment une vision 1, une vision 2. Beaucoup de choses ont changé. J'ai pu changer aussi. Hein, c'est 8 ans, 9 ans qu'on passait. Et non, Dougie, voilà, je vais pas spoiler, donc c'est difficile d'en parler sans le spoiler, mais là, pour le coup, l'épisode est passé, rien que cette histoire de badge. Mais on va y venir, parce qu'en fait, il y a un moment, juste après, dans l'épisode 9, là, qui fait aussi écho au badge, qui pour moi, voilà, raconte Dougie, quoi. Il raconte sa dimension à l'Amérique, raconte aussi son attachement au symbole de l'Amérique, au dévoiement aussi de l'Amérique, mais aussi son amour qu'il a pour les autres, les siens. Enfin voilà, moi, Dougie m'a beaucoup amusé. Avant cet épisode-là, mais aussi après. Donc voilà, je m'arrête là, mais je trouve qu'il y a des scènes extraordinaires qui vont arriver. Certaines émouvantes et d'autres juste drôles, quoi. En fait, on en parlait, mais la frustration qu'on avait à suivre ça de manière hebdomadaire. Et chaque semaine, on se dit, allez, c'est maintenant que Cooper revient, c'est maintenant que Cooper revient. Et maintenant, bon, on sait comment ça se passe, et donc, ouais, on le regarde d'une autre manière, en fait. Ouais, et puis on le regarde d'une autre manière parce qu'on sait que Cooper va pas arriver tout de suite. À l'époque, je me souviens que je disais, putain, rendez-le nous un petit peu, quoi, tu vois. Quand est-ce qu'on va avoir cette épiphanie qui fait que Dougie va se transmuer, quoi. Mais on disait ça dès l'épisode 5 ou 6, hein, déjà, à l'époque. Tu te rappelles, Charlotte? Ah, mais bien sûr. Mais là, je suis en train de me dire, en vous écoutant, que j'ai pas de cœur. Il y a un souci, quoi. C'est-à-dire que moi, il m'a jamais touché. J'en ai marre. Ben, d'ailleurs, voilà, on est à un tournant de la série concernant Dougie, et il était temps. Donc voilà, je vais aller chez la psy maintenant. Si ça Non, vous mais dérange pas. après, je te comprends. Hein. Moi, Non, mais n'essaye pas de te rattraper. Je n'ai pas de cœur, vous Je avez un pense que cœur. c'est- Bon, Peut-être que tu aimerais plus Dougie s'il y avait aussi l'agent Cooper qui était présent. Si Dougie, c'était en plus un personnage en plus, on va dire. non, ou si. Alors après, et du coup, ça revient, mais après, ça va me donner une nouvelle lecture aussi de ce que dit Axel sur une forme d'hommage global à des formes de cinéma qu'aimait Lynch. Mais si les scènes étaient plus courtes, en fait. Là- Moi, j'ai pas besoin de 20 minutes pour bouffer un sandwich. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie, j'ai envie de me flinguer. Mais, effectivement, ça fait référence à des créations de cinéma qui ont précédé Lynch et auxquelles certainement il rendait hommage. Et moi, j'ai pas d'ailleurs, cette patience-là. Mais je comprends parce que la première fois, honnêtement, enfin voilà, je pense que c'est une question de contexte, c'est une question de circonstances et très honnêtement, la lassitude vis-à-vis de Dougie, je la comprends, je la conçois totalement. Mais je rebondis juste un peu du coq à l'âne parce que ça me frappe là maintenant en y pensant. On parlait justement de son amour potentiel, enfin avéré pour le coup, pour les westerns notamment, pour les trios, pour ce genre de choses. Si je dis pas de bêtises, la première fois qu'on le voit dans cet épisode, il est dans l'avion, il regarde par la fenêtre. Et justement, je crois qu'il contemple d'ailleurs une sorte de désert très arizonien, quoi. Et il sait exactement où il est. Il a Ouais. une cartographie de l'Amérique en tête. À cette scène-là dont tu parles, quand t'as Gordon Cole qui est dans Ouais. l'avion, on l'appelle, bon, on va y venir, et il dit, on est machin à East Dakota. Il sait exactement où il est, juste en regardant par la fenêtre. Eh ben pour moi, ça raconte quelque chose de la cartographie de l'Amérique, son rapport à l'Amérique, son rapport aussi à la géographie, mais aussi à l'histoire. Et je pense que si on doit dire quelque chose de cet épisode-là, un tout petit peu intelligent, essayons d'être intelligent, eh ben ce serait ça, quoi. C'est justement que il y a une trajectoire de Lynch au sein de l'Amérique, sur le territoire américain, mais aussi dans l'histoire du cinéma américain. On a quoi? On a un petit peu New York. Donc, on a les deux jeunes, pas un peu hipsters, mais un peu branchés, qui boivent des cafés Starbucks. On a Vegas, où on a un casino franchement, qui est pas très attirant. Hein. Le Non. casino qu'on voit, c'est pas casino avec De Niro et Sharon Stone. Hein. On est quand même assez loin de ça. On a les suburbs complètement déserts, où il y a personne qui vit encore dans ces maisons, sauf une femme qui a l'air droguée. Et des mecs qui sont là pour voler tes jambes de bagnole. Et en fait, ouais, donc il fait un petit peu un portrait comme ça. Mais par contre, il y a la ville de Twin Peaks qui, au début de la saison, on a l'impression que rien n'a changé. Les personnages sont tous les mêmes. Il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Sauf ceux qui ont quitté le cœur de Twin Peaks, type Jacoby. Jacoby, ouais. Sinon, il y a Bobby, par exemple, qui a aussi eu un arc. Ben, bon, l'arc de la saison 2 nous poussait à croire que voilà, c'est juste la continuité de la saison 2 pour Ben. C'est ça qui est intéressant avec Twin Peaks, c'est que là, Twin Peaks n'a pas encore changé, mais j'ai l'impression, à partir de la dernière scène où il y a la dame qui se gratte, là, comme ça, c'est là où ça commence vraiment, à partir de l'épisode 8 en général, hein, il y a un virage qui se fait où, avec le temps, on remarque plus les défauts à Twin Peaks, les problèmes qu'il y a à Twin Peaks,
que c'est pas juste Chad qui mange dans la salle de conférence sa bouffe réchauffée toute pourrie dans le micro-ondes. Il y a des problèmes plus graves que Chad. Tu parlais de cette post-ado, je sais pas quel âge elle a, mais elle a l'air quand même jeune, qui se gratte. En fait, pour moi, ce que c'est quelque chose qui était sous-cutané, qui va devenir visible. C'est ça. En fait, c'est ça l'histoire de Twin Peaks, c'est l'horreur cachée qui, tout d'un coup, devient visible. Et là, on y est vraiment, quoi. Ça se gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et à un moment donné, Ça y est. ça ne pourra plus être dissimulé, quoi. Donc on y est, je pense. Ouais. On y est à partir de l'épisode d'après, vraiment, quoi. Mais c'est aussi Lynch qui avance dans les époques américaines qu'il raconte et qui a abandonné ces années 50 très douces, qui lui rappelaient son enfance, etc. Et qui là est vraiment frontalement dans une Amérique qui va plonger dans Trump, etc. Et puis post-prime, enfin, il y a quelque chose d'un Lynch qui regarde le temps présent et plus du tout le temps passé. Et c'est aussi pour ça que c'est très dur à regarder et qu'on a autant de problèmes de toxicomanie, de gens qui vivent dans des trailers et tout ça. Je dirais oui, mais en même temps, on a cette scène donc avec un Doogie patriote, on va l'appeler comme ça, un Doogie qui entend dans sa tête America the Beautiful, qui est un petit peu deuxième hymne national américain. Voilà, Je me demandais ce que c'était, ouais. Ouais, c'est America. Enfin, voilà. Ok. Là, on dirait que j'allais commencer à chanter America, fuck yeah. Mais non, c'est pas ça, c'est la troisième. Donc cette chanson a été écrite pendant le 19e siècle et elle parle d'une nation bénie par Dieu, les vertus et valeurs de ce pays, bien sûr l'Amérique. Donc il y a une sorte de nostalgie, et un besoin d'exprimer la bonté à travers cette chanson, en fait, d'espoir, que ce que l'Amérique est censée représenter. Un petit peu comme le poème qu'on voit au pied de la Statue de la Liberté qui dit « Donnez-moi vos pauvres, donnez-moi vos fatigués, je vais les protéger sous ma lampe dorée ». Et c'est des belles idées, hein, c'est sur le papier, c'est des magnifiques idées. C'est un peu comme si nous, on avait inventé les droits de l'homme et qu'on les ignorait tout le temps. Oh, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Et donc là, dans cette scène où c'est vraiment l'agent Cooper à l'intérieur de Doogie qui se rappelle de l'Amérique, c'est quand même assez étrange. C'est que comme si d'un seul coup, il comprend ce qu'est l'Amérique. Et on a, que je trouve très touchante comme scène. Hein, Ah, ouais, j'adore cette scène. Je la trouve très touchante. Et qui reprend le fil conducteur des... Alors, je pense que tu as débloqué un truc avec ton histoire de cinéma, puisqu'il y a un énorme fil conducteur dans cet épisode des chaussures rouges. Ouais. Toutes les femmes ont des chaussures rouges, donc évidemment, on est encore reparti dans notre circuit du magicien d'Oz. Mais l'Amérique serait un drapeau et le magicien d'Oz. Comment s'appelle aussi ? Il n'y a pas les chaussons rouges y a pas Michael Powell, Ouais. The Red Shoes. Ouais, Red Shoes. Ouais, Michael Powell et Mike Pressburger, chef-d'œuvre. Ouais. Très grand film, ouais. Ouais, donc je pense que ça aussi, ça doit jouer. Parce Mais que toutes les femmes de la saison Diane a des ont des chaussures rouges. Et d'ailleurs, quand Mr. C arrive dans le champ, il attrape un bandana rouge. Oui. Il y a tout un fil conducteur du rouge dans cet épisode que j'ai pas décodé, à part elle est toujours au magicien d'Oz, mais il y a un truc sur le rouge. Bah écoute, c'est les rideaux de la Black Lodge. Hein. Aussi, bien sûr, oui, Tu t'as penses au rouge dans Twin Peaks, c'est soit ça, soit la cherry pie. Hein. Et puis, c'est pas aussi la première apparition de Audrey Horne, des chaussures rouges? Y a pas... Non, elle a des chaussures noires. Hein. Non, ouais, c'est des tu les as pas, les chaussures non, d'Audrey donc, not today, non. Ouais. Parce que quelquefois, elle a les chaussures de grès. Je me souviens, j'avais gardé en tête des chaussures rouges et moi je m'étais imaginé que justement cette apparition des chaussures rouges n'avait eu d'abord la réminiscence de ce que doit représenter l'Amérique, de ce que devrait représenter l'Amérique, puis Audrey Horne, mais donc du coup ma théorie tombe à l'eau, c'est pas grave, c'est autre chose. Toutes les théories sont valables chez lui. Je suis à peu près sûr que quand on avait fait les épisodes en 2017, on s'était fait la même remarque. Ouah, c'est obligé que c'est une référence à Audrey. Alors que vraiment, là, comme ça, hors contexte, il y a vraiment zéro référence à Audrey. Mais on s'accrochait à ça parce qu'il y a des gens là qui nous écoutent et qui suivent la série en même temps. Ils n'ont pas découvert la suite. Et là, ils doivent être en train de se dire, tiens, c'est vrai, maintenant que vous le dites, où est Audrey? Bonne question. Et c'est vrai que c'était un sentiment. Là, par exemple, on est au 9e épisode et il y a eu zéro référence à Audrey depuis le début, je crois. À part pour dire que Mr. C lui a rendu visite à l'hôpital, je crois. C'est peut-être la seule référence qu'on a eue à elle. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'on s'accrochait un petit peu à tous les indices qu'on pouvait avoir sur un retour d'Audrey parce qu'on savait que l'actrice allait revenir. Mais là, t'imagines, on est presque à 10 épisodes et un des personnages principaux de la série n'est toujours pas apparu, quoi. Et on sera pas déçus. No comment. Apparemment, ça va pas faire plaisir à Charlotte, ce que je vais dire. Kyle a déclaré dans une interview que Cooper devait être beaucoup plus présent dans le script original. Qu'apparemment, quand il a lu le script pour la première fois, Cooper avait un rôle vraiment crucial. Il était vraiment présent dans une grande majorité des épisodes.
Et apparemment, Lynch est tombé amoureux de Doogie, du personnage de Doogie. Et aussi, je me demande si, à l'origine, il devait faire 10 épisodes, hein, c'est ça ? Et ensuite, il a transformé ça en 18, ouais, je crois, c'est ça. Hein. Et donc, je me demande s'il n'a pas utilisé le personnage de Doogie pour étirer le récit au maximum. Oh, quelle bonne idée. C'est possible. Moi, ce que je me suis dit sur cet étirement, c'est qu'il n'avait pas forcément changé l'ossature de son scénario, de sa structure, mais que par contre, il y avait injecté des choses pour étirer le temps, des petites choses du quotidien. Petit court-métrage. Ouais. Des petites choses, quoi. Ouais. Tu vois, mais même, je sais pas, un plan, je sais pas moi, tu penses par exemple quand Tim Roth tire sur le pistolet qui lui a été donné par Bat Cooper. C'est comme ça que vous l'appelez, Bat Cooper? Moi, je l'appelle Mr. C. Mr. Mr. C, pardon. Mais parce qu'il vient de lui dire kill the phone. Mais oui, mais Et dans donc, il n'importe tire quel... sur le téléphone. Mais en fait, dans n'importe quelle série ou film, t'aurais jamais ce plan qui dure 3 secondes. Où d'un coup, c'est bam. Et en fait, ça me fait marrer de cette espèce d'étirement du temps sur des choses qui, dans n'importe quel monde artistique, industriel, n'auraient pas voix au chapitre, parce qu'en fait, c'est une perte de temps, un plan comme ça. Ça sert à rien, il vient de le dire. Mais en fait, c'est génial. Et je me suis dit à un moment donné que l'étirement du temps, il l'avait utilisé pour toutes ces petites choses-là qui créent un rythme qui fait que, waouh, ouais, Doogie, c'est long, quoi. Ça devait le rendre fou, les stories, les YouTube Shorts, les TikTok. En fait, il se devait se dire comment est-ce que je vais pouvoir, moi, m'exprimer si les gens n'ont même plus l'attention, n'ont même plus 10 secondes d'attention. On a vu ces crises de colère post-visionnage, mais on les a vus sur YouTube où ils disaient mais arrêtez de me dire de faire plus court, je ferai pas plus court. Enfin, ouais, mais il devait se dire, parce qu'il faut l'accepter maintenant que l'espèce humaine se rapproche d'une époque où bientôt les gens n'auront plus la patience de se poser devant 2 heures, devant un film pendant 2 heures, hein, c'est vrai. Ça va être comme ça bientôt. Quelle peut être la raison d'une scène qui arrive dans l'épisode? Tu me pardonnes, Sofiane, si je mets un peu à mal ton chemin de fer, mais où David Lynch prend une cigarette à Diane, la fume, ça dure quoi? 1 minute? Ah ouais, c'est hyper long. Ouais, génial. C'est génial. Mais pour moi, cette scène ne sert ni à Diane ni à Gordon Cole, elle sert à Tammy. Oui. C'est-à-dire que c'est toutes les nuances de Tammy en 1 minute 20 où elle fait toutes les 4 têtes qu'elle connaît. Mais en je fait, vais encore me prendre des messages. Moi. C'est marrant parce que moi je me suis vue regarder Tammy pendant 1 minute 20 pour voir combien de fois elle allait changer de profil, combien de fois elle allait faire la moue. Et hyper bizarre cette scène. Il y a une dualité en fait. Tammy et Diane peuvent pas se saquer quoi. Non, ouais, carrément. Il y a une jalousie, il y a un truc. C'est à qui il est Gordon Cole. Et Gordon, il veut voir un catfight. De ouf. Il sort sa cigarette. Mais nous aussi. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de se dire, ok, bon, maintenant, on va prendre le temps de kiffer. Ouais. Son kiff, c'est de fumer une cigarette. So be it, quoi. Passer le balai. T'as bien passer le balai, ouais. passer le balai. Prends ta minute. Ouais. Et faire semblant que t'as pas fumé depuis 10 ans, tu sais. Oh, dis donc, c'est vachement chouette une clope. Mec, on t'a jamais vu sans cigarette depuis 30 ans. Apparemment, c'était l'époque où il avait arrêté. Je t'avais dit qu'aux alentours de Twin Peaks The Return, il avait arrêté, ouais. Oh, il devait être exécrable. Et je me demande s'il n'avait pas repris justement sur le tapis rouge de Cannes comme un boss. C'est vrai. Ike the Spike fait sa sortie, hélas, dans cette série. Ouais. Voilà, il se fait arrêter par les Fusco et il fait un petit bruit mignon. Oui, c'est vrai. Génial. Ouais. Ça faisait un petit peu quand même Mini-moi. Hein. On dirait qu'il fait pipi dans sa culotte. Parce que Mini-moi, il faisait des bruits un peu comme ça aussi. Donc là, ça faisait un petit peu Mini-moi quand même, le petit... Je trouve ça extraordinaire d'avoir je sais pas moi, espèce d'inspiration de se dire, ok, maintenant je vais faire un travelling avant, et puis toi tu vas couiner, quoi. Tu vois, je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment c'est possible, de quel esprit ça pourrait sort, faire cliffhanger de fin d'épisode en fait. Oui. Ça pourrait, si c'était un personnage important, ce serait le cliffhanger de son épisode. Et là, c'est Ike the Spike, un des personnages dont tout le monde se fout. Donc c'est juste une scène au début de l'épisode comme ça, mais c'est ce genre de toutes petites choses qui me font dire que là, pour moi, l'une des grandeurs de cette saison 3, c'est le sens du détail, quoi. C'est la petite chose qui fait que la scène anodine devient grande. On va dire l'ensemble est important, évidemment. Mais par contre, le détail, pour moi, donne tout le sel de ce Return. Et c'est pour ça que la scène avec Wally Brando est la meilleure scène de Twin Peaks. Mais c'est pas possible, mais il ne va jamais s'arrêter. Ike, you're under arrest.
Pendant ce temps, on retrouve la Team Rocket du FBI dans son jet privé, parce que oui, c'est vrai, ils ont un jet privé, on n'en avait même pas parlé, je crois. Cooper flow the coop. Et ils se rendent à Buckhorn, où Diane fume dans la morgue, et a une magnifique tenue d'ailleurs. Elle sort des années 20, Diane, les tenues qu'elle a. Elle manspread comme jamais. C'est vrai qu'elle manspread. Puis attention, elle a Et une- les ongles aussi. Là. Par contre, toujours au sujet de Diane, elle est parfaitement raccord avec cette morgue au niveau de la tenue, au niveau du costume. Pour moi, ça raconte quelque chose aussi de l'état de ce personnage à cet instant précis. C'est-à-dire que si vous faites attention, elle est parfaitement en accord avec les couleurs du canapé de la morgue, du mur de la morgue. Ouais. Elle vient de dire, juste avant dans l'avion, un grandiose « fuck you Gordon »,« leave me alone », machin. Enfin voilà, ce personnage-là qu'on s'attendait bien différent, qu'on imaginait bien différent évidemment. Je pense que cette scène-là, et ouais, son accord avec les couleurs de la morgue raconte quand même quelque chose de son état mental à cet instant précis, en tout cas. Même si elle est hostile. C'est vrai que Diane, c'est un personnage très hostile, on peut le dire. Elle est jamais contente, elle est toujours très sèche dans ses réponses, pour être poli. Mais là, ouais, comme tu le dis, elle est en parfait accord. J'avais noté justement que Diane allait très bien avec le canapé, quoi. Enfin, comme si partout où elle allait, la déco s'adaptait à son riz, quoi. Tu vois, c'est genre, la déco s'adapte à sa classe, à son style, même quand tu vas à la morgue. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Gordon Cole dit, c'est la salle d'attente. En entrant dans la pièce, et elle plus tard, elle dit « It's a fucking morgue ». C'est une morgue, on a le droit de fumer. Et donc, le côté salle d'attente, morgue, comme la salle d'attente de la Red Room, de la Black Lodge, etc. Enfin, le mot salle d'attente revient quand même pas mal de fois dans Twin Peaks. Bah voilà, après, on la voit recevoir un texto de Mr. C, et on voit sa réaction à elle. Et d'ailleurs, pendant tout le temps qu'elle est dans l'avion, elle le regarde pour voir si elle reçoit son message de Mr. C. Donc, elle l'attend. Et oui, il y a un côté ange de la mort, un petit peu. Ces choses-là, pour moi, sont pas hasardeuses. Non. Et le fait qu'elle fume des American Spirit n'est pas, pour moi, un hasard non plus. Comme Lynch. On est un peu sur une logique t-shirt Che Guevara, tu vois. Genre l'American Spirit, ok, mais sur un paquet de cigarettes, quoi. Là, on est sur le dévoiement des symboles, je trouve. C'est les cigarettes préférées de Lynch. Ouais, mais il n'empêche. Je pense pas que. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce qu'elles sont 100% tobacco, mais je crois que c'était ça sa logique. 100% tobacco. 100% tobacco. La mort, c'est sûr. Et j'ai une cartouche chez moi. Mais elles sont assez stylées. Il est possible qu'il ait été sensible au design. Non, mais je pense que tout ce que Diane est vraiment réfléchi, pensé. C'est un personnage vraiment qui est réfléchi à tous les niveaux. C'est-à-dire que Jenny, elle est réfléchie, mais enfin, tu as vu comment elle s'habille, Jenny, quoi. Enfin, c'est la housewife classique avec le petit gilet. Elle s'habille comme Betty quand elle arrive à Mulholland Drive. Hein. Ouais, voilà, elle C'est la s'habille même comme ça. meuf. Elle s'habille comme ça. Ouais. Alors que Diane, en fait, chaque détail de sa tenue, de ses cheveux, de ses ongles raconte une histoire, en fait. Alors que Jenny, c'est elle. Tu sais l'histoire dès que tu la vois, tu sais exactement qui est Jenny. Alors que Diane, elle est mystérieuse. Ouais. Et puis elle a un truc caméléon. Partout où elle va, elle est à la fois décalée et à sa place. C'est très étrange. Ouais. Et en tout cas, elle vit très mal le message qu'elle a reçu de la part de Mr. C. Message qui dit en français « Autour de la table du dîner, la conversation est pleine de vie ». En gros, c'est un peu ça. Et ça m'a fait penser au bonus du DVD à l'époque, avec le bonus sur les Palmer qui ont un repas autour de la table avec David Lynch. Tu as déjà vu ça ? Ça dure 20 minutes, une demi-heure, où c'est c'est les acteurs qui jouent. Donc Leland, il y a Ray Wise, donc il y a Laura, il y a Sarah et il y a David Lynch. Et ils ont une conversation. Bar, là Ouais, dans Oui, une oui. sorte de bar. Je crois qu'ils sont même autour d'une table, si je ne me trompe pas. Et donc, ça m'a forcément fait penser à ça, mais aussi à tous les repas de famille avec les Palmer, quoi. Enfin, tu vois, quand tu penses repas de famille dans Twin Peaks, la plupart du temps, tu penses à Leland qui va faire un truc de ouf à table. Ouais. Ou à celle dans Fire Walk With Me, Ouais. où en 3 les dialogues, ongles et on tout. comprend que la mère sait et qu'elle fait rien. Et parce qu'elle n'y arrive pas, et que Leland demande à sa fille si elle s'est lavé les mains, comme si elle devait se purifier, alors que, bon, on sait très bien pourquoi. Enfin, il y a un truc sur cette... Plus qu'au-delà de Twin Peaks, où vraiment il va se mettre à chanter, il va se mettre à faire des claquettes, la scène de repas, là, dans Fire Walk With Me, mais pour moi, c'est l'enfer sur Terre. Ouais, donc voilà, tu as ce côté... oui, ok, autour de la table, dîner, il y a une bonne conversation... mais c'est pas forcément une bonne chose, en fait. Dans le sens où là, c'est inquiétant. C'est une phrase complètement banale. Tu as l'impression que tu pourrais le retrouver
dans un livre de français, enfin un livre d'anglais d'un gamin qui apprend à écrire, quoi. C'est le genre de truc, ce genre de phrase qu'on pourrait retrouver, quoi. Ouais, pour moi, on parle du cachet qui devient visible. Pour moi, le lieu où ces choses-là peuvent advenir, c'est précisément à la table du dîner où tout le monde est réuni, quoi. Ouais. Une fois par jour ou une fois dans l'année, selon la taille de la famille et selon les festivités. Mais voilà, c'est festen, quoi, ce que j'allais dire. Ouais. Et c'est aussi la table dans Firewalk With Me où on mange du garmambodia, où on est dans les entrailles de l'enfer, carrément, où tu as le Man from Another Place, enfin, tu as cette espèce de cirque de l'enfer qui est réuni autour d'une table. Enfin, la représentation de la table, elle est très loin de celle du double R, quoi. Ouais. C'est dommage qu'il n'ait pas dit autour de la table en formica du dîner. Peut-être que là, on aurait été sûr comme ça. Cooper flew the coop. Albert rencontre la femme de sa vie et Gordon remarque leur coup de foudre tout de suite. Elle est très mignonne, cette scène. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que Albert c'est la première fois qu'il tombe amoureux, Albert, dans toute la série, je crois. De toute sa vie, je pense. Ouais, parce que là, c'était vraiment le coup de foudre. Les deux se sont regardés. On fait 2-3 petites blagues que c'est les deux seuls à pouvoir les comprendre. Tu vois, on comprend rien. Ça parle de marbles, d'œil de chat, parce que les billes ressemblent à une bille ressemble à un œil de chat, en fait, quand tu regardes à l'intérieur. Mais ça veut quasiment rien dire ce qu'ils sont en train de dire. Mais j'aime bien juste le détail que Gordon a tout de suite compris d'un regard. Il a fait un petit sourire comme si j'ai l'impression qu'Albert, enfin, il va trouver l'amour. Et c'est drôle que ce soit avec la fille de la morgue à Buckhorn, Dakota du Sud. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'ils prennent le temps de ça. Ouais. De se dire, OK. Et encore une fois, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le fait qu'il ait étiré la chose. C'est-à-dire que si tu prends Twin Peaks Return et que tu le ramènes à l'os, je suis pas sûr que ce soit si grandiose. Par contre, c'est ces petites choses de prendre le temps de faire exister Albert, quand en plus on sait son attachement à Mel Ferrer, qui était déjà malade, si je dis pas de bêtises, qui est mort quasiment au même moment. Ça, je trouve ça beau, quoi. C'est vraiment une série qui transpire à la fois de choses terribles et aussi d'amour. Puis Albert, c'est un super personnage. Il est un peu comme Diane quand tu dis elle est sèche, tu sais jamais. Quand elle va te parler, elle va mal te parler, c'est sûr. Et Albert, par moment, il a une fulgurance gentille, il a une fulgurance humaniste. Où il va d'un coup parler d'amour, tu sais pas pourquoi. Enfin, c'est un personnage un peu insondable qui a une énorme carapace. Tu vois, quand ils sont dans l'avion et que Diane le regarde et il lui dit ouais, je sais, fuck you Albert. Et il se tourne et il remet son. Et tu vois, il en a marre de tout ça. Il a pas envie de s'adapter et d'un coup, il trouve quelqu'un qui n'a pas non plus envie de s'adapter dans un endroit qui est inadaptable, dans la mort. Et ouais, évidemment que c'est là qu'il va trouver l'amour, quoi. C'était une de mes scènes préférées des premières saisons. Une espèce de tirade. Sur I Love You, Sheriff Truman. Ouais. Ah ouais. C'était magnifique. Ouais. C'était magnifique. Mais c'est un super beau personnage. Moi, je l'adore, Albert. Mais on se plaint qu'il n'y a pas de fanservice, et t'as une scène comme ça qui arrive. Oui. Ça, c'est du Oui. pur fanservice. On va faire la version girl de Albert, comme ça, quand ils se rencontrent, il y aura le coup de foudre. Ça, c'est clairement du fanservice pour moi, quoi. C'est comme Bobby Flick, Bobby au Sheriff Department. Ça, c'est du pur fanservice aussi. Ouais. Oui. Ouais. Donc, il y en a quand même. C'est plus l'équilibre qui a été déstabilisant au C'est début. ça, voilà. Ouais, on est C'est vraiment étiré. 10-90, quoi. C'est que, franchement, quand ils arrivent, on les mérite, ces moments, quoi. Et C'est vrai que tu faisais 6-7 là sur le coup. Mais à mon âge, 6-7, vraiment, tu crois? Parce que t'as fait le geste, donc c'est Mais non. Et rappelons, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi à l'époque la gestation de cette saison 3, qu'on suivait quand même en direct le casting. Oui. Qui revenait, qui ne revenait pas, ceci, cela. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, on se fait des films. Bien sûr. Et moi, Miguel Ferrer, je l'avais interviewé un peu au moment où on parlait du retour officiel et il m'avait dit « Comment ça, il y a un retour officiel? Lynch m'a même pas appelé. » Moi, j'étais là, putain, j'ai dit une énorme connerie. Et juste, il était en train de se foutre de moi, quoi. Ouais. It's a fucking morgue. Gordon et Albert pensent à voix haute, et ça m'a fait penser à Dune. Parce qu'en effet, dans Dune, les personnages pensent à voix haute. Donc voilà. Ça m'a fait penser à Dune. En même temps, je fais Dune en ce moment dans la saga. Ah ouais, j'allais dire, faudrait que je le revoie, mais vraiment, j'ai pas envie. Ah ouais, je suis pas ton homme non plus là. Franchement, plus je le revois, ouais, je commence à bien aimer Dune avec les années. De Lynch. Ouais. Faut accepter parfois les choses. Et c'est comme Twin Peaks The Return, t'acceptes que c'est pas pour toi. Donc voilà. Non, mais je pense qu'il faut revoir. Bien Ouais, sûr. c'est important de revoir. C'est possible, hein, je suis pas opposé à ça. Mais par contre, j'ai pas la ref. Donc ils apprennent aussi l'existence d'un certain Doogie.
Et Gordon fume une cigarette avec Diane, ce qui ne plaît pas à Tammy, qui prend la pause pendant toute la scène. Donc, t'es pas la seule, Charlotte. Hein. J'ai bien noté Ça me rassure. qu'elle elle a la main sur la hanche, mais pendant tout le temps en train de bouger comme ça. Strike the pose. Jessica Rabbit, quoi. Mais oui. Et Albert est indisposed. Albert est indisposed. Et je sais pas pourquoi il est pas là, mais. Ouais, Bah, parce c'est qu'il peut-être est un amoureux, reshoot. tiens. C'est Ouais, un ouais. reshoot peut-être aussi. Ouais. Bah oui, il est en train de Ouais, traîner c'est peut-être discrètement avec sa nouvelle meuf. Hein. C'est peut-être ça aussi. Ouais. Parce qu'il est après dans la scène d'interrogatoire. Mais il y a des drôles de moments comme ça, comme le fait que Tammy soit malade en voiture dans un des épisodes précédents et elle est malade en voiture. Et on dirait que c'est juste pour que Tammy ne participe pas à la scène. Bon, on va dire qu'elle est malade en voiture. Et c'est pareil, quoi. Albert is indisposed. Bon, on pose pas de questions. En quoi. fait, on va pas s'emmerder, il y a des problèmes d'emploi du temps. Ouais. Ok. Mais dans une, C'est autre pas grave. dans une autre série, les gens diraient ah, ça veut peut-être dire que le personnage a une maladie et qu'il va mourir et machin. Ah ouais, Tu non, vois mais Alors nous on que- se laisse faire. Hein. Ouais, Surtout que, en fait, la vérité, c'est que dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive très régulièrement que que taille au chiottes. 3 personnes sortent et qu'une autre, bah, y a un truc à faire. Enfin, tu vois, je veux dire, en fait, on s'en fout. Au final. Mais le regard de Lynch sur la clope, puis sur Diane, puis sur la clope à nouveau, où tu as l'impression qu'il est en train de baver en regardant la clope. Ah mais c'est du désir. Ouais, Ah mais là, c'est que ça, ce trio-là. Ce trouble qui ne va pas au bout de ses envies. Ouais. C'est une scène de désir. Et la façon dont il fume, le temps qu'il prend avant de s'y mettre. Diane qui est complètement mécanique dans sa façon de fumer, alors que lui, c'est sensuel et tout. Enfin, il y a un truc spécial hein, dans cette scène. C'est marrant parce que c'est sa première muse avec sa dernière muse, en fait, dans cette scène. T'as Laura Dern, qui est la toute première, l'originale, et Christabel, qui n'est certes pas au niveau de Laura Dern, hélas, mais qui est quand même vue un petit peu comme sa dernière muse, hein, Christabel. Oui, complètement. Il a fait plein d'albums avec. Et c'est-à-dire qu'il fait aussi un voyage au sein de sa propre filmographie. Il Oh, a juste wow. pas rappelé l'actrice de Mulholland Drive, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est méchant. Ouais, c'est un peu la seule, hein. Ouais, Laura Haring. Ouais. Mm. Mais il a pas appelé Robert Blake non plus. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Laura Haring, qui, pour le coup, je l'avais interviewée au sujet de Mulholland Drive, elle ne garde, enfin, elle a un discours tout à fait ok et bienveillant sur tout ça. Donc on sait que certains, il les a pas rappelés parce que il y a pu y avoir des brouilles ou des gens qui ont mal parlé ou autre. C'est pas le cas de Laura Haring, qui est C'est pas la meilleure actrice. pas la meilleure du actrice. film, on va dire. Puis elle a pas eu l'after Non, je sais Mulholland même pas Drive. ce qu'elle a fait après. ouais. Pas grand-chose. Non. Non. Pas grand-chose. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'elle a accepté mon interview à l'époque, contrairement à Naomi Watts. Ah non, Ah. Naomi, c'est plus difficile. Voilà. I know. Fuck you, Albert. On retrouve Bill Hastings qui est en pleine crise existentielle. Matthew Lillard avec une composition, ma foi, Extraordinaire. ouais, très étrange. Et ouais, je l'avais pas vu venir, le Matthew Lillard qui offre ça, quoi. C'est pas son genre. Enfin, si, je l'ai déjà vu pleurer dans les films, mais là, il est dans la panique totale où vraiment, dans un plus profond désespoir, tout en étant pathétique et drôle hein, aussi. Donc ça va vraiment dépendre de comment tu le regardes. La première fois, tu vas peut-être le trouver drôle, tu vois, genre il fait pitié. Et la deuxième fois, tu vas être triste pour lui. Et donc ça dépend vraiment de comment tu abordes la scène en fait. Bah Et, ouais. Et il dit lui-même que c'est sa meilleure performance de sa carrière. Quoi. Ah ouais. Ouais. Bah ouais, bah ça m'étonne pas parce que c'est exactement ça. On est pour moi sur une performance qu'on peut interpréter ou ressentir de 1000 manières différentes. Ça peut être drôle. Ouais, D'ailleurs, ouais. je crois que dans la même scène, j'ai ri et j'ai été touché parce que son histoire de Bahamas, elle est ridicule. Ouais, mais Scuba diving. Et en I'm même gonna temps, go to the beach. et en même temps, Bah, elle le est mec qui super dit Scooby, touchante. quoi. Elle est super touchante, en vrai. En vrai, son histoire d'amour avec ce Sa joli prénom, secrétaire, hein. Ruth. Ruth. Davenport. c'est super touchant, quoi. Il y a une espèce de sentiment de gâchis qui est terrible et en fait, on le comprend, quoi. Donc, et en même temps, ouais, sa manière, voilà, je trouve que là encore, on pourrait avoir un personnage totalement un peu accessoire, on va dire. Et en fait, il existe en lui-même, quoi. C'est toujours cette même histoire de faire exister des persos qui pourraient ne pas exister et qui, dans n'importe quelle autre série, n'existeraient pas. Ouais, c'est vrai. Et là, on va quand même rendre hommage à Tammy. Elle est bien. Parce que dans cette scène, elle est excellente. C'est vrai qu'elle fait un très bon vélociraptor dans cette scène. Oh mon Dieu.
Regarde, tiens, elle est comme ça. Non. Alors, la gestuelle, ça, on Elle n'y est bouge pas. la tête comme Georges Clooney, tu sais. Mais elle délivre son interrogatoire. Non, elle est bien, elle est bien Franchement, dans cette elle est scène. très bonne. Elle est Là, bien. pour le coup, Christabel, elle est. Et alors, est-ce que ça veut pas dire qu'il vaut mieux lui faire parler que la faire bouger, peut-être, parce qu'elle n'est pas obligée non plus de voilà. Mais moi, je la trouve très bonne dans cette scène. Et je m'étais déjà dit ça, et je me suis là quand la scène a commencé, j'ai fait allez, c'est parti, on va se taper Tammy. Et non, elle est excellente là. Et puis, elle joue aussi une bonne flic à ce moment-là. Elle joue une bonne flic, ouais, parce qu'il faut tenir le coup en face de lui, il faut lui faire sortir le truc, il faut ne pas rigoler, il faut pas réagir de manière émotionnelle face à lui. Et non, elle est très bonne dans Faire cette preuve scène. de compassion aussi. Ouais, bien sûr. Au crédit de Christabel, c'est pas toujours évident ce qu'elle a à jouer par ailleurs. Hein. Bah non, la pauvre, On souvent, lui elle demande ne de dit prendre rien. la pause et de Ouais. rien dire. Hein, la Franchement, c'est plus simple quand C'est t'as pour ça quelque que chose je à la faire. compare à James, en fait. Parce que James aussi, souvent, on n'avait que il servait à rien, il était juste là pour être James, et faire sa tête, serrer la mâchoire et froncer les sourcils et avoir un grand front. Donc c'est pour ça que je les compare un peu les deux, parce que en fait, c'est pas forcément la faute des acteurs ou quoi que ce soit, c'est que leurs personnages sont vides, en fait. Oui. Tu parlais de personnages qui peuvent exister ailleurs ou qui pourraient exister dans la vraie vie. Tammy Preston, j'ai l'impression, pour moi, que c'est un personnage de fanfiction qui est écrit par une... c'est une Mary-Sue de fanfiction d'une gamine qui a été écrire sa saison 3 de Twin Peaks et qui a mis le personnage de Tammy Preston, tu vois. Il y a un côté comme ça. Oui, ça va pas au bout. Le personnage. Non, mais c'est il est dommage pas parce que fini. ça pourrait être Oui. justement pas la nouvelle coupe, mais qui est un personnage un peu Oui. similaire à Coupe, en fait. Alors, attends, ne nous emballons pas. Non, mais un personnage dans le FBI qui est un peu plus jeune, comme Coupe l'était, tu vois, dans ce sens-là, Ouais. nouveau du FBI. Quoi. Oui, puis quand tu vois Lucy, elle est exaspérante, elle est folle, elle est machin, mais il n'empêche, c'est un personnage qui C'est un existe. personnage. ouais. Tu Ouais. comprends qui elle est, tu comprends ce qu'elle ressent, puis elle ressent quelque chose que Tammy, t'as l'impression qu'elle ressent rien quand même. En fait, pour moi, ce qui manque un petit peu à Tammy, c'est qu'elle a pas de trajectoire. Hmm. Oui. Autant elle a sa singularité, on va dire. Elle existe parce que c'est pas juste un faire-valoir et qu'elle a cette espèce d'étrangeté qu'on Ah, bah, c'est une remarque femme de fatale, manière, quoi. de manière Donc, positive ou négative. Mais en tout cas, on remarque son étrangeté et sa manière d'être au monde qui n'appartient qu'à elle. Mais par contre, elle n'a pas vraiment d'évolution. Contrairement à la plupart des persos. Non, c'est vrai. Ouais. Mais elle a une fulgurance et c'est cette scène. Elle est très bonne dans cette scène. Perso, j'aurais préféré que ce soit Gordon Cole qui hurle sur Hastings, ça aurait été beaucoup plus drôle. D'ailleurs, on adore dans You're la... gonna want to go scuba diving? Mais quand ils sont dans l'avion, qu'elle lui passe le téléphone toute tremblante, genre, est-ce que tu pourrais essayer de baisser la voix? Et l'autre, il hurle Ouais, comme Ça jamais. marche toujours. Hein. Ça, c'est vraiment un truc, cette blague, ça marche Ah ouais. pas. Mais oui. Et William explique, Bill, que donc il a un blog Il y a un blog qui existait. ouais. et qui existe, ouais. Non, mais ça y est, je suis allée tout à l'heure. Ah, il existe Il encore, existe, parce il que j'y s'appelle suis- thesearchforthezone.com et vraiment, tu sais, il clignote, c'est les typos des années 90, enfin, c'est une horreur. Ouais, c'est un il vrai existe. blog qui est un site de complotiste classique, mais plus tourné sur les mondes parallèles. C'est un peu comme si c'était un site de fans de Sliders, un peu. Tu vois. Et il y en a eu, hein, je m'en souviens. et donc, s'il y a des liens vers des articles sur les mondes parallèles, sur l'électricité, bien sûr, sur le voyage dans le temps, sur la science-fiction et sur Kennedy, parce que pourquoi pas. Hein. Donc, on va dire la fameuse phrase. Ça, c'est du Frost, hein, bien sûr. Sauf que dans une interview avec Russell Brand, ce connard de Russell Brand, Lynch a quand même dit qu'il croyait à pas mal de théories du complot aussi, hein, que Lynch était quand même un peu dans le délire, justement, Kennedy, les aliens, Marilyn Monroe. Il était quand même assez fasciné par ça, donc c'est pas que Frost. Mais l'idée du site web, c'est Frost. En fait, réussir à faire vivre en dehors de la série, de montrer que c'est un monde qui pourrait exister dans notre monde Twin Peaks, avec ces 2 livres, avec ça, avec le guide à l'époque, avec l'autobiographie de Dale Cooper, le journal de Laura Palmer. Je trouve que c'est bien qu'on ait quand même que ce soit sur plusieurs médias, quoi, que ce soit pas juste une série télé. Ça, j'adore, moi, quand on me dit il y a un site web qui a été créé par quelqu'un qui s'est amusé à créer un blog entier sur des personnages qui n'existent pas avant que la série sorte et tout ça. J'adore ce genre de truc. Ouais. C'est, Moi, je pense que ça doit intéresser Lynch en tant que phénomène. Après, je suis pas sûr qu'il y croit à proprement parler. non. Par contre, oui, ce que ça raconte aussi en termes de mythologie, Roswell, Amérique et tout ça, ça c'est sûr qu'à mon avis, c'est l'une de ses préoccupations.
Après, qu'il y croit, je pense que c'est une autre affaire, quoi. Mais... Non, je pense pas qu'il y croit, mais je pense que quand même, tu pourrais avoir des bonnes conversations à 2h du mat sur les Kennedy avec Lynch pendant 1 heure ou deux, à mon avis, en buvant du bourbon, ou j'en sais rien. Du café, du coup. Du café à 2h du mat, ouais, bon. Donc ils sont allés dans un endroit qui s'appelle la Zone. Et je sais pas si c'est la Zone Mauve, si c'est la Black Lodge, si c'est la White Lodge. On sait pas vraiment. Bon, vu qu'ils ont rencontré le Major, j'ai envie de dire c'est soit la White Lodge, soit la Zone Mauve. Ils sont pas allés dans la Black Lodge, je pense, puisque le Major était pas dans la Black Lodge, autant qu'on le sache. Mais... Ouais. Et il a rencontré le Major, qui est sûrement celui qui leur a donné les infos de toute façon. Et le Major voulait des coordonnées. Donc c'est quand même la deuxième fois qu'on a des coordonnées. C'est un des gros trucs de la saison, les histoires de coordonnées. Et ça m'a fait rire parce que Tammy montre les photos des suspects possibles. Et qui est le Major, elle demande. Et le seul qui est en tenue de militaire, en tenue de Major. Et il pointe, c'est lui le Major. Et je me suis dit, ils sont quand même un peu cons au FBI. C'est pas des grands malins. Vous pensez que c'est des vrais gens? J'ai l'impression qu'il y en avait un, c'était une espèce de Mel Ferrer façon Mars Attacks. Ah ouais, Ah ouais, je me suis dit, tiens, on tellement dirait- concentré sur le fait que c'était une photo du Major avec son costume. Donc, tu sais que c'est un Major, quoi. Enfin, en le voyant, tu sais que c'est le Oui. général Hammond, quoi. Enfin, tu le reconnais tout de suite. Bah, ça sent quand même les photos de l'équipe technique. On Ouais. a fait un petit clin d'œil. Ouais, quoi. faut qu'on récupère la photo d'identité parce que étant donné que l'acteur était lui aussi un ancien général, hein, je crois. Don S. Davis. Ah ouais Don S. Davis, Ah ouais, ouais c'est Je sais pas. c'est un militaire. hein. C'est pour Ok. ça qu'il a toujours joué les militaires dans toutes les séries. je savais C'est pas. un ancien Bah, militaire. Il a la tronche. Ouais. Lui, il a vraiment la dégaine, la gueule de l'emploi. Le Major s'est envolé en disant Cooper, Cooper, et sa tête a disparu. Et à présent, elle flotte désormais dans l'espace du subconscient. Est-ce que vous suivez, les amis? Mais tout fait sens. Ah, parce que là, Évidemment. c'est l'épisode Major Briggs. Hein. Oui. Hein, quand même, parce qu'on a Bobby On a le qui corps fait aussi sa quête avant. de son côté. Là, il y a son corps, il y a Hastings qui parle de ça. Donc là, c'est un personnage qui est mort depuis longtemps. L'acteur est mort depuis quand même vachement longtemps. Et c'est le personnage clé de l'épisode. Le personnage le plus important de l'épisode, c'est le Major Briggs. Mais c'est même un des personnages importants de la série, quoi, Ouais. de la saison. C'est quand même extra de décider de faire d'un personnage dont l'acteur est décédé, trouver des stratagèmes pour le faire exister d'une manière ou d'une autre en se disant ça va passer, quoi. Ouais. La suspension d'incrédulité, ça va le faire, quoi. Et ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe totalement. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il soit là, lui. C'est un de ces acteurs quand même. Même pour deux scènes, quoi. Ouais. C'est pas grave. Mais il est mort il y a longtemps. hein. Je crois qu'il est mort il y a longtemps. hein. Ouais. Début 2000, je crois. Ouais, dans ces eaux-là, je Ouais. pense. Ouais, mais regarde, on a eu Franck Silva dans une bulle. Moi, Oui. tu me fais juste ça, déjà, c'est bien. Il hein. Franck Silva dans une bulle. J'adore les trucs qu'on peut dire hors contexte comme ça en parlant de cette série. Ouais, mais nous, on sait. J'ai noté donc Tammy a l'air d'être une alien pendant toute la scène. Elle bouge la tête comme George Clooney ou comme un T-Rex. Mais je l'aime bien quand même. Mais je vous trouve un peu dur parce qu'effectivement, on peut ne pas aimer la trouver singulière, mais elle a vraiment un truc qui la. Ah oui, 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 non, mais carrément, c'est juste que c'est plus pour rire que je dis ça. Non, non, je sais bien, je sais bien. Mais moi, je trouve que. Je pense que si elle a ce drôle de jeu, c'est peut-être pas pour rien. Probablement qu'on lui a demandé, je pense. Mm. Après, même quand elle chante, elle est hors. Enfin, c'est une fée, quoi. La fille, Ouais. c'est pas un être humain, cette chanteuse. Dans sa voix, c'est pas un être humain. Dans son. Elle est un peu. Parfaite, enfin je sais pas, il y a un truc, elle est pas humaine. Elle est un peu comme Anya Taylor-Joy. complète. Mais alors, ça doit Non, être sa Ouais, sœur. elle est Et un c'est peu la comme me- ça. ouais, On c'est la dirait que les même deux vibe. pourraient traîner ensemble. Complètement. Au Sheriff Department, Lucy et Andy veulent acheter un fauteuil, mais n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, c'est pas la chair dont on parle dans l'épisode, mais on parle quand même d'une chaise. Hein, voilà, c'est... Et Andy abandonne rapidement parce qu'il ne porte pas la culotte à la maison, mais tout ça pour que Lucy décide quand même d'acheter celui d'Andy. Donc, Ils sont beaux. Ah ouais. Voilà. Moi, c'est ma scène préférée de l'épisode, je pense. carrément. Ah, c'est vrai, je rigole pas, La mais. scène Ikea, c'est ta préférée. Ah, en fait, je la trouve super belle. En fait, je suis un peu en boucle là-dessus, mais Ils pour vont moi, ça- marcher chacun au bureau de l'autre plutôt que se parler. Quoi. Je sais pas Ouais, quel intérêt de filmer ça, je sais pas, ça doit prendre une demi-journée, tu vois. c'est Quel vrai. intérêt, quoi. En fait, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que ça raconte là, c'est, ok, bon, on peut avoir des petites chamailleries de couple, mais in fine,
Et ben ils s'aiment. Donc il y en a un qui dit ok Pumpkin, fais comme tu veux, et l'autre qui dit bon il est quand même trop mignon, je vais quand même lui prendre son truc. En fait, qu'est-ce qui mue cette scène si ce n'est juste un désir de montrer l'amour qui lie deux personnages? Ah, je trouve ça super beau quoi. C'est du temps. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est pas rien quoi, c'est bien plus d'implication qu'une scène écrite dans un bouquin quoi. Et c'est du temps pour nous aussi. Hein. C'est du temps pour nous. Alors moi, pour le coup, moi je veux bien Toi, t'as passer du temps kiffé. là-dessus. Ouais, Ouais. j'ai kiffé. Plus d'implication que sur le Photoshop avec Wally Brando qu'on voit sur derrière Lucie, bien sûr. Oui. Là, le site fonctionne. Le site fonctionne. Bah, quand elle change la couleur du canapé, du fauteuil, ça fonctionne. Ça je veux fonctionne. dire. Alors, et du coup, on préfère lequel, nous? Ah, On le va faire rouge. le rouge. Ouais. Bah ouais, le rouge. Ouais. Non, mais Team Andy, bien sûr. Ouais. Qui veut... Ah, c'est Andy qui veut le rouge. Ouais. Bah ouais. Bah finalement, ils prennent le rouge. Non, mais c'est bête. En fait, c'est bête, mais c'est pour moi symptomatique du geste artistique profond de la chose. En fait, non, ça prend du temps, ça prend de l'argent, c'est quelque chose que tu dois convaincre les gens de le faire, que ce soit les acteurs ou les décideurs. Ou peu Les gens de importe. Showtime, ils devaient s'arracher les Et en fait, On vient pourquoi de passer une demi-journée sur des gens qui se demandent s'ils veulent acheter un canapé ou pas. Et en fait, si tu veux le faire, c'est juste parce que tu as envie de faire exister tes persos et de raconter l'amour qui les lie. Je trouve ça super beau. En tout cas, il y a une continuité parce qu'ils achètent leur fauteuil pour le mettre dans leur study, comme dirait Bien sûr. Wally Brando. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils s'achètent ça. Donc il y a quand même une continuité étrange dans cette saison. Ah Des ouais, ça sent pas à rien, je n'avais pas suivi ça. Ouais, non, c'est parce que vraiment, ils sont en train de transformer la chambre de Wally Brando en study, comme il dit. D'ailleurs, on avait bien rigolé parce que qu'est-ce qu'ils veulent étudier, qu'est-ce qu'ils veulent. Enfin, Lucie et Andy, quoi. Ils vont mettre quoi, une Je te dis what, bibliothèque? quoi. Oui, mais pour le jardinage, peut-être. On sait pas. I'm sorry, Pumpkin. You can get the beige chair. Chez les Horn, parce qu'on va beaucoup voir les Horn dans cet épisode, même si on parle d'Audrey, elle n'est pas là, mais il y a quand même tout le reste de la famille qui est plus ou moins présent. On retrouve Johnny, vous vous souvenez de Johnny Horn, hein, quand même, qui était un personnage que j'imaginais pas revoir un jour dans Twin Peaks, mais le voilà. Et il fonce droit dans un mur avec sa tête et casse une photo encadrée montrant la chute d'eau à côté de l'hôtel de son père. Et il y a aussi une photo encadrée de Eisenhower. Ok. Vraiment, Voilà. je sais pas. Ouais. 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 C'est Lynch avait ça sur lui. Dans sa poche. Dans sa poche, il a une photo. Il a tous les présidents sur lui à tout moment, on sait jamais. Non, mais je pense que voyage dans l'Amérique, quoi. C'est un peu réponse à tout à chaque fois, voyage dans l'Amérique, mais j'avoue. Eisenhower, pourquoi est-ce que la femme de... Comment elle s'appelle déjà Maman Oh là là, Horn. Maman Horn, elle s'appelle. Ouais. Oh là, non, là, ça va trop. Parce que je loin. sais que Maman Briggs, c'est Betty Briggs. Mais je sais plus comment s'appelle Maman Horn. Je C'est crois vraiment que des personnages un peu abandonnés. Hein, C'est pas Sylvia ou Sylvie. Je sais plus. Bah, je pense qu'on a entendu une fois son prénom dans une scène de la saison Ouais, je me 1 où rappelais ils pas sont du tous tout. à table. Je me rappelais pas du tout en fait. On la voit quasiment pas dans Mais la on la série. voit une fois. En fait, on la voit un jour où ils sont à table. Elle est avec Audrey et elle hurle à Johnny qui est à l'étage du dessus et qui se tape la tête contre les murs que non, Laura ne viendra pas aujourd'hui. Parce que va lui expliquer à Johnny que Laura est morte. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans The Return, parce qu'il il a eu une scène filmée par Lynch en 89, et Ouais. donc il se retrouve dans The Return. Quoi. Sympa. Lynch a revu les épisodes qu'il a fait, en fait. Et C'est donc, ça ouais. Mais il est plus déguisé en indien. Bah, c'est dommage. C'est plus le même acteur non plus. Ah bah d'accord. Bah, c'est Ouais, plus. c'est Bon, plus le très même bien. acteur. Et je me suis fait la remarque, on dirait qu'il veut entrer dans les tableaux comme dans Mario 64. Dans Mary Poppins, tu veux dire. Dans Mary Poppins aussi, il rentre dans les tableaux? Oui, mais Bah, au au sol. début, ouais. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Ouais. Ah, j'ai pas vu Mary Poppins. Ah, Tellement chef-d'œuvre. longtemps. Tellement Chef-d'œuvre. Et un autre Horn vit aussi des aventures étranges, puisqu'on retrouve Jerry, qui est toujours dans les bois et qui est toujours défoncé. Son pied lui parle pour lui dire qu'il n'est pas son pied. Ça fait combien de temps qu'il est dans les bois, Jerry, là Trop longtemps. Parce que ça fait depuis au moins le 2e épisode qu'il est dans les bois, je crois. Toi, tu connais bien la temporalité, non? Ça doit faire. Ouais, ça fait Ouais. plusieurs jours, du coup. Ça fait plusieurs jours qu'il est dans les bois. Mais il a un sac à dos, donc je me dis qu'il doit avoir de la bouffe, non? Ah bah, de toute façon, tu peux pas avoir un frère Horn sans manger. Enfin... Ouais, si ça se trouve, il a que les space cakes sur lui. Ouais, bah, je pense qu'il faut Je sais faire un pas mini si ça break, aiderait. là. Ouais, je sais pas si ça aiderait beaucoup. Mais le pied a quand même beaucoup la même voix que l'arbre. Hein. Que l'évolution du bras. bien Ouais, sûr. ouais. Donc je pense que ça aussi, c'est la voix de Lynch. Ah bah oui, c'est sûr. Moi, ce qui m'a pas mal intrigué là-dessus, enfin, on sait que le montage et les fondus enchaînés ou les noirs ou machin sont évidemment centraux dans Twin Peaks depuis la toute première saison. Et la fin de cette scène, elle est assez marquante parce que d'un coup, on a un noir très soudain. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a un cut au noir et ensuite il y a
une ouverture où on passe sur la scène suivante. Et je me suis dit, qu'est-ce qui dicte à un moment donné le fait d'avoir juste un cut classique ou d'avoir un espèce de noir comme ça de 2 secondes. Avant, c'était la pub. Ouais. C'est pas le cas ici. Mais tu vois. Showtime a pas de pub. donc. Non, effectivement, tu as raison. Avant, c'est peut-être très pragmatique, à savoir que, imaginons que, en fait, à la fin de la scène, donc il tombe en arrière, et bon, c'est une manière de signifier le choc et le fait que peut-être il tombe dans les pommes ou que sais-je. Et moi, ce que j'ai pu me raconter, mais je suis peut-être totalement à côté de la plaque, mais peu importe, c'est que, alors même que la scène d'après, ça reste à Twin Peaks dans une même unité de lieu, en fait, cette manière d'avoir un noir brutal, ça raconte le fait de passer d'un état de conscience à un autre. C'est-à-dire que Jay Horn est vraiment dans sa sphère à lui, quoi, Ah, complètement. du fait de ce qu'il a pu ingérer. Et on passe d'un coup à quelque chose de beaucoup plus tangible. J'en sais rien. Mais je me suis vraiment intrigué là-dessus, de la même manière que je m'interrogeais sur les fondus enchaînés dans les 2 premières saisons, qui à chaque fois étaient assez signifiants. J'aime bien l'idée d'utiliser tangible pour parler de Twin Peaks. Mais là, Ouais. vraiment, on retombe sur un truc ancré, quoi. Je veux dire. En tout cas, la scène d'après, elle est très concrète. Ouais. C'est les trois flics qui papotent, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un mot que tu mets pas. Non, c'est clair. Non, bien C'est sûr. marrant. Mais non, mais je sais pas, je cherchais des choses un peu à analyser en termes de fondus enchaînés ou juste de cuts. Et c'est la seule fois dans l'épisode qu'il y a ça. Et même, c'est assez rare, même dans cette saison. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans ta salle de montage, devant David Lynch, tu te dis, allez, boum. C'est une bonne question. Je sais pas si c'est encore Dwayne Dunham qui monte. Oui. Est-ce que tu nous ferais pas une petite interview dans ce film? De Dwayne Dunham. Non, mais ouais, une nouvelle. Non, mais Ouais, ouais. est-ce que tu nous chercherais pas les monteurs, là, pour qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit? Bah, pourquoi pas. En tout cas, vous me tendez quand même la perche, mais tu le couperas au montage si je peux pas faire de pub, mais en tout cas, il y a un texte sur ça dans le prochain magazine, sur le montage et le fondu enchaîné dans Twin Peaks. Ah bah si, Bah, s'il si. y a Ah, bah s'il y a alors, un t'as la- endroit où et tu as t'as le pas droit la de faire de la réponse pub... J'ai pas la réponse parce que le journaliste et monteur Ah, ok. Benjamin Cataliotti ne parle pas précisément de ça, Ah, ok. de ce moment-là, mais par contre, c'est un très beau texte sur les fondus enchaînés dans la saison 3 de Twin Peaks. Je Intéressant. vais pas reprendre son idée à mon compte, mais franchement, c'est super intéressant. C'est très court, hein, c'est une petite page. C'est super intéressant. Ben Horn est lui aussi là, toujours à la recherche du bruit étrange émanant des murs. Il refuse une relation avec sa secrétaire qui lui dit qu'il est un bon gars, parce que c'est vrai, quand on pense à Ben Horn, c'est le fameux bon gars de Bien Twin sûr. Peaks. Bien sûr. Bah Il n'a alors. pas de casserole, il a aucune casserole, Bah il non, n'a pas de zéro dossier. défaut. Zéro défaut, Ben Horn. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait avec Ben Horn cette saison Bah, qu'est-ce que je veux pas dire que c'est le personnage qui me fascine le plus, Non. hein, très honnêtement. Hein. Je sais pas pour vous. Mais ce bruit-là, on le réentend plus ou moins dans une sorte de tube que Bobby jette par terre. Là. Ouais, qu'il va trouver Et dans ça le- fait à dans peu le près le siège. même genre de bruit. Ouais. Le même genre de... Mm. Ouais. Bah, c'est un Larsen un peu, quoi. Ouais, une sorte de Larsen. Non, plus cristal, je dirais. Crystal Bell, tu veux dire? Non, je dirais jamais ça. Mais plus juste cristal. C'est la scène où il y a Ashley Judd aussi. Ouais. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais. Elle Et ça essaye, fait au moins puis non. 3 scènes où ils sont dans un bureau à chercher un son. Oui. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si ça relève à un moment donné de l'opportunité de tournage. Ouais, c'est ça, je pense. Enfin, tu vois, en vrai, Bon, on a l'acteur que pour 2 jours, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, vas-y, on va le mettre dans une pièce avec Ashley Judd. De la même manière, est-ce que c'est une opportunité de casting de caster simultanément Ashley Judd, à savoir une actrice progressiste qui a été assez avant-gardiste sur la question de MeToo, et en même temps, d'un autre côté, Tom Sizemore, qui est peut-être l'une des pires ordures qu'Hollywood ait connues. Non, je J'en crois sais que, strictement je crois rien, que le pire, c'est celui qui joue, qui était dans Prison Break et qui joue un des frères. Bah, c'est- Mitchum. Mitchum, ouais. Voilà. Il y a un des frères Mitchum, lui, niveau dossier, il est Ok. pas mal, quoi. Ouais. Ok. Bah ouais, non, je m'interroge. Est-ce que c'est aussi une manière de raconter, probablement que je vais trop loin, mais que j'extrapole, mais une manière de raconter les différents pôles d'une industrie, j'en sais rien, non, j'en sais rien probablement, mais je trouve ça intriguant que soit vraiment il y a pas forcément de check sur le background des acteurs ou actrices. Après, il a signé la pétition Polanski, hein, Lynch. Faut Ouais. pas l'oublier non plus. Hein. Enfin, Ouais. voilà. Hein. C'est vrai qu'on a un peu tendance à mettre des œillères sur pas mal de trucs, mais ça reste quand même un des gars qui a signé cette pétition, et je pense pas qu'il ait fait ensuite une excuse ou quoi que ce soit par la suite pour dire en fait je regrette ou ce genre de choses. Donc
Voilà, moi je pense que c'est un gars qui regarde le visage de quelqu'un, ce qu'il raconte, Tout à fait. et au final il s'intéresse pas forcément à ce que Bien sûr, cette bien sûr. personne est. Et qui fait avec les circonstances. Non, mais Ouais. t'as raison, et je vais pas lui jeter la pierre, mais en tout cas, de la même manière qu'il peut faire des liens entre différentes époques, différents âges du cinéma, différents lieux, il fait aussi des Ouais, liens c'est entre vrai. différents pôles de l'industrie. C'est vrai que D'une là on a un certaine manière. acteur de West Side Story qui est avec Ashley Judd dans la même pièce. On a un peu vraiment. Vous vous rappelez quand Ashley Judd faisait 1 milliard de films avec Morgan Freeman dans les années 90? Le masque de l'araignée. Ouais, il y en a au moins 2 autres, Ouais. je crois. Ouais. Je pense qu'il y a une trilogie de films d'Ashley Judd et Morgan Freeman. Bientôt dans la saga. D'ailleurs, elle était déjà avec Tom Sizemore dans Hit, Oui, la pauvre. qui est un acteur formidable Qui est par mort, ailleurs, hein. mais Il est mort qui est depuis, mort, ouais. qui est mort, mais qui est un acteur absolument formidable que je trouve extraordinaire, mais qui a fait son lot de saloperies, ça, c'est Ouais, sûr. gros problème de drogue. Et je crois qu'il était sur son arc de rédemption quand Ouais. il était dans Twin Peaks The Return. Johnny! Johnny, where are you? Johnny! Bobby et son crew vont voir sa maman pour parler des derniers jours du Major. Elle est prête. On a attendu toute sa vie qu'on vienne la voir pour lui dire ça. Et parce que le Major lui a dit que après le départ de Cooper, il lui a dit que Bobby, le shérif Truman et Hawk viendraient la voir un jour. Et elle leur montre le fauteuil du Major dans lequel est caché un tube. On a un magnifique morceau d'Angelo au passage. Ouais. Hein. Mais est-ce qu'il ne fait pas référence, est-ce que c'est pas plus ou moins le même thème qu'une scène que je trouve formidable avec ce même trio de Bobby, sa mère et son père dans la saison 2? C'est pas la résurgence d'un même thème? Je crois que ce morceau-là s'appelle The Chair. Ok. Donc, d'ailleurs, c'est très lynchien. J'aime pas qu'on utilise ce mot dans ce podcast, mais c'est très lynchien d'avoir juste voilà la chaise. Oui. Et le morceau s'appelle La chaise. Et l'épisode s'appelle La Et la chaise. chaise, on sait très bien qui a conçu la chaise. Mm. Qui a construit la chaise. On sait très bien On que c'est sait très Lynch bien qui qui s'est c'est. amusé à mettre le petit compartiment là pour cacher le truc. Mm. Les choses sont nommées et désignées. Mais désigné en plus comme un truc aussi con qu'une chaise. Quoi. Voilà. C'est la chaise. Comme s'il y avait tout le temps, il n'y a eu qu'une chaise. Elle vient d'être inventée maintenant et elle n'existe pas en dehors de cette scène. Ça fait plaisir de voir Betty Briggs qui est. Enfin, c'est sympa de revisiter comme ça, même des personnages juste pour une scène comme Moi, ça. je trouve ça beau. Ouais. Je trouve que ça fait écho en fait, à ce trio que j'adore, moi, qu'on a perdu, Don S. Davis étant mort. Mais il y a plusieurs scènes dans les 2 premières saisons que je trouve magnifiques entre trois, Entre les Briggs. Ouais. qui vraiment, pour moi, racontent aussi un truc. Parce qu'autant Lynch est fasciné de manière un peu négative par ce qui peut être dégueulasse au sein d'une même famille. Mais à l'inverse, il est aussi, je pense, fasciné par les liens purs qui peuvent exister de manière intrafamiliale. Et là, chez les Briggs, je trouve qu'on est notamment là-dedans, quoi. Les Hayworth aussi, un petit peu comme ça. Oui, c'était. Oui. Et puis après, on a un père docteur et tout. Enfin, il y a quelque chose. Ouais, de- c'est pour contrer les Horn et les Palmer, il faut Ouais. quand même essayer de Après, il faut quand même se rétablir rappeler la que balance. chez les Hayward, on a aussi intégré une petite sœur qui a disparu du jour au lendemain, qu'on n'a plus jamais revue. Non, c'est- Donald avait quand même sa petite sœur. Bon, et ils font disparaître Non, les mais enfants. elle a monté les escaliers avec Richie Cunningham et on ne l'a plus jamais revu, c'est pour ça. D'accord. C'est bien Richie Cunningham. Non, c'est pas Richie. C'est lequel des frères dans Happy Days qui Si, un c'est jour Richie. monte l'escalier, on le revoit plus C'est jamais. Richie Cunningham. C'est ouais, Richie, ouais, c'est ça. C'est devenu un trope. Comment le Major savait tout ça? C'est une bonne question qu'on peut se... Est-ce que le Major voyage à travers le temps et l'espace vraiment? Est-ce que c'est Doctor Who, en fait, le Major, depuis le début? Est-ce qu'il a un TARDIS? Oh, le truc, t'imagines le crossover de l'enfer. Je pense qu'on n'a aucune idée de comment il sait tout ça, quoi. Ouais, non, c'est... Mais il espère tout ça, en tout cas. Ouais. Non, mais il espère, mais il dit clairement Bobby sera là, comme s'il savait que Bobby allait être flic un Non, jour. mais tu quoi. vois, il savait pas que c'était pas le bon Truman. Non, mais justement, il n'a pas précisé exprès. Bah après, comment Betty, moi je suis désolée, hein, après, faut pas me confier des secrets parce que je les lâche. Je l'aurais dit à Comment Bobby elle s'est avant. Ouais, remise, je l'aurais bien dit sûr. à Bobby avant. T'attends pas 40 ans, enfin Non. 25, Ouais. que ton môme devienne un homme bien. Tu vas chez les flics, tu dis aux flics, bon, il y a un truc bizarre dans mon fauteuil, est-ce que vous pouvez regarder? Elle est là, elle attend tranquillement, elle propose du café, puis il y a un truc dans sa chaise, et puis elle sait pas.
Ouais, mais imagine, tu dois aller au shérif department, tu dois expliquer à Lucie, tu dois parler C'est à chaud. Andy. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, en fait, je préfère rien dire. Quoi. Ouais, mais bon, elle a quand même un truc dans sa chaise depuis 25 ans, quoi. Voilà. Moi, quand on me dit que j'ai reçu un On colis, dirait qu'elle cache de la j'arrête ce drogue que je dans fais, une je vais le chaise. chercher. Bah oui. Et mine de rien, c'est un rapport au temps qui est très lynchien, pardon Sofiane. Mhm. Ça arrivera quand ça devra arriver. Ça doit arriver dans 25 ans, ça arrivera dans 25 ans. C'est ce qu'il a fait avec la saison 3, hein, Et avec nous. et avec nous. Bobby, when your father told me this, you were a very long way from where you are today. Somehow he knew that it would all turn out well. He saw this life for you. Your father never lost faith in you. Au shérif department, Lucy et Chad sont en pause déjeuner. Et Hawk veut même pas lui ouvrir la porte au pauvre Chad. C'est génial. Mais Chad, c'est un trou de balle. Ah, mais c'est une grosse merde. Hein. Mais je veux dire, c'est Mais cette scène est géniale. juste très drôle parce que lui, en plus, il a l'air de bouffer genre du curry et des trucs vraiment réchauffés dans le micro-ondes. Et il dit, ouais, mais c'est pareil, vous mangez des donuts et du café et tout. Je vais, mais viens pas comparer le côté, je sais pas, le côté un peu Puis l'Americana. de la messe, quoi. Ah Ce oui. que ça représente de manger un donut dans le sheriff department, c'est un truc, c'est prendre l'hostie, c'est vraiment, c'est religieux, c'est un truc religieux. Et lui, il vient comparer ça avec son truc dégueulasse qu'il a mis dans son micro-ondes. Et il est en train de se barrer avec tous ces trucs dans les mains. Très voûté. Et Hawk ne le veut pas. Là, Hawk, on dirait un chat dans cette scène. C'est genre, il te regarde et il fait, ouais, non, je vais pas faire ce que tu veux que je fasse. Il finit par le faire. Il finit par le faire, mais- Parce qu'il est animé d'empathie. Parce qu'il faut que tout prenne trois plombes à chaque fois qu'il se passe un truc dans cette série. Il est de toute animé façon. d'empathie ou il est agacé parce que. Je pense qu'il veut s'en débarrasser. Ouais, mais Chad, faut le licencier en fait. On ne l'aime pas. Alors, on peut même se poser la question comment Chad a eu ce boulot, quoi. Est-ce C'est que grâce c'est à un sa gars que- ressemblance physique avec Chris O'Dowd, je pense. Chris. Il lui ressemble en moche. En moche. En moche, ouais, on va dire en moche, ouais. Ouais. Bobby sait comment ouvrir le tube, donc il suffit de le jeter sur le sol et d'attendre que le son s'arrête avant de le jeter à nouveau, ce que j'ai cru comprendre. Mm. Et ça ressemble beaucoup au son qu'on entend au Great Northern Hotel aussi, bien sûr. Et on repense à la boîte astrologique ouverte par Catherine dans la saison 2. Il y Ouais, avait oui. une boîte qui, en fait, fallait la faire tomber. Fallait la pour faire qu'elle s'ouvre. tomber. C'est très praticité toujours, quoi. Ouais. Il n'y a pas de dinguerie, quoi. Non, mais Juste, c'est comme, c'est comme la Log Lady qui dit à Hawk ce sera en rapport avec tes origines. Et en fait, c'est la pièce qui a une tête d'Indien dessus. Et tu te dis, voilà, en fait, tout est bête, c'est simple. C'est On essaie de compliquer les choses dans ce podcast alors que c'est très simple. Mais ouais. c'est très simple. Et ce que ça raconte aussi simplement, c'est ce que te lègue potentiellement un père, quoi. Oui, il y a un truc sur l'héritage familial. qui C'est est assez beau, joli, hein. quoi. C'est tout simple, mais ça raconte quelque chose de beau sans passer par 50 chemins. Et puis au-delà de l'objet, c'est Bobby qui suit les traces officielles et bienveillantes et les valeurs américaines de son père aussi. C'est beau. Ouais, j'espère qu'il finira pas avec la tête dans l'espace, hein, parce que Voilà. ça a pas l'air très sympa la vie du Major Briggs. Il a juste sa tête qui flotte dans le néant. Ouais. Donc le message contient les 2 pics de la vie des Saint-Morpion de Mr. C, 253 yards à l'est de Jack Rabbit Palace. Donc Bobby nous explique ce qu'était Jack Rabbit Palace et c'est un moment assez touchant. Il a rendu hommage à son fils en fait, quoi. À travers ça, c'est comme ça qu'il s'y retrouve en fait. Il a beau être perdu à travers les loges, à travers le temps et l'espace, il a cette encre qui est Bobby pour le ramener un petit peu à chaque fois à la réalité. Et je trouve ça très touchant. Et surtout que Bobby a dû se dire que son père est mort déçu de lui, en fait. Il a dû se dire que son père n'était pas fier de lui quand il est mort. Ouais. Et là, il se rend compte que c'est plus compliqué que ça, en fait, que le Major l'aimait vraiment comme son fils, quoi. Ouais. Et ce que je trouve hyper joli, c'est que Dana Ashbrook a quand même pas énormément de scènes ni grand-chose à jouer. Mais là, par contre, il a un petit moment de bravoure, quoi. En fait, c'est très léger, c'est pas grand-chose, mais il est surexcité par cette découverte qui le relie à son père. Et encore une fois, bon, ça rejoint ce qu'on disait, c'est pas grand-chose, c'est une petite marque comme ça, c'est un trait filial, mais là, il s'anime, quoi. Il s'anime vraiment, alors qu'il est un peu tout le temps low-key, tu vois. Dans cette Toujours. saison, parce que Ouais. là, il ressemble au vieux Bobby. En fait. Exactement. Et là, il se réanime. Mais ça va pas être simple pour un acteur comme ça, qui a aussi, lui aussi, on imagine, longtemps attendu. À un moment donné, bon, il découvre son personnage, il dit, ouais, bon,
pas incroyables non plus, tu vois. J'ai quelques scènes, mais là, j'en ai une, c'est celle-là, quoi. Et faut savoir les saisir, ces moments-là, quoi. Il a aussi sa scène où il voit la photo de Laura. Mais là, c'est sympa de le voir se comporter comme un gamin, comme on l'a pu le voir dans Twin Peaks dans les premières saisons, tu vois, où c'était un gamin, Bobby. Il était toujours en train surexcité de sa nouvelle arnaque qu'il allait faire et à courir partout, à sauter partout. Et ça, ouais, ça fait plaisir de voir qu'il est, il est encore là, quoi, le vieux Bobby. Enfin, le jeune Bobby ou le vieux Bobby. Ouais, c'est compliqué. 253 yards east of Jack Rabbit's Palace. Before leaving Jack Rabbit's Palace, put some soil from that area in your pocket. Et enfin, il y a un message reçu par le Major dans son poste alpha à l'époque qu'il avait montré à Coop dans la saison 2 de Twin Peaks qui dit Cooper, coup, donc 2 Coopers et 1,5, donc ça fait parce qu'il y a coup aussi, il y a Cooper, coup, donc il y en a un et demi. C'est pour Doogie, on va dire. Et donc voilà les deux plotlines qui sont réunis enfin dans tout cet épisode. Il se passe pas grand-chose, c'est pas un épisode très marquant, c'est pas le meilleur, il y a pas les meilleures scènes, mais c'est celui où les deux fils conducteurs de la série se rejoignent grâce au Major Briggs en fait. En fait, c'est un épisode de tissage. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, on sort de l'épisode 8. Je pense que Lynch est aussi en mesure de se dire, bon, un grand cinéaste, grand sériaste, peu importe, sait ménager ses effets et ne pas être tout le temps dans le maximum, tu vois. Et là, il se dit, bon, bah, on va tisser, on va faire avancer le récit, ça va être ça l'intérêt du truc, et pour les moments de bravoure, on repassera, mais c'est pas grave. Et j'ai envie de dire que ça montre vraiment le travail de Frost aussi, franchement, de réussir à ce que ça tienne debout, tout ça, au final. Et ça, c'est clairement lui, hein, je pense, parce que sinon, on aurait Inland Empire sur 18 heures, quoi. Tu vois. Oh, Dieu nous préserve. C'est vrai, on aurait 18 heures d'Inland Empire si c'était... voilà. Ah, carrément. Alors que là, avec Frost, il y a ces deux... Je pense que Frost était aussi fasciné par le Major que Lynch. Hein. Ça se ressent dans la manière dont c'est écrit, que le côté théorie du complot, voyage à travers les mondes, à travers le temps, etc., que ce soit lié par le personnage de Major Briggs. J'ai l'impression que c'est une création parfaite de Lynch et de Frost, un peu Major Briggs sur le papier, quoi, quand on voit le militaire qui est un peu dans X-Files, quoi, le personnage d'X-Files ou de Stargate, hein, comme on a pu le voir, mélangé avec le côté un peu comme Albert, où en fait, dans le fond, si tu grattes un petit peu, c'est un nounours, quoi, en fait, le Major, alors qu'il n'a pas l'air comme ça quand on le rencontre à l'origine. Non. Le Major a l'air très strict avec Bobby. Et en fait, tu te rends compte que c'est un des mecs qui détient les clés pour sauver l'univers, t'as l'impression. Et ouais, c'est un plaisir de voir à quel point les deux plotlines se réunissent et de voir que ça y est, on est à 9 épisodes. Il y a eu l'épisode 8. L'épisode 8 a vraiment changé la donne. Et maintenant, on est... les deux histoires se réunissent et on va pouvoir aller de l'avant enfin, quoi, un petit peu plus dans l'histoire de la saison, je trouve. Ouais, c'est un peu comme si on était dans une logique un peu circulaire jusqu'à l'épisode 8 et que là, on partait sur quelque chose d'un peu plus directif en termes d'écriture pure. Hein. Ouais. C'est qu'on n'est pas trop sur la progression, on va dire, claire et nette pendant toute cette première partie de saison. On est dans une espèce de découverte des états de fait, on va dire. Et à partir de là, on va quand même avoir une trajectoire. Cooper. Two Coopers. On parlait du fait que quelque chose est en train de changer à Twin Peaks. Et là, on le voit à la Roadhouse avec ces deux femmes donc, qui parlent de zèbres, de pingouins, d'éruptions cutanées, de burger flipping. Même avec le contexte, même nous, là, on a vu la saison plusieurs fois, je ne peux pas vous expliquer ce qu'elles sont en train de dire. On peut penser que c'est un code pour la drogue ou quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'elles parlent de zèbres et de pingouins, qui sont deux animaux qui sont en noir et blanc. Donc voilà, c'est la seule chose qui les connecte. J'ai envie de dire zèbres et pingouins. Pas loin, quand même. Bien vu. Ah non, mais c'est vrai, ils sont tous les deux habillés, ils sont tous les deux en noir et blanc, les deux animaux. Mais ça gratte, quoi. Elles n'ont pas l'air d'être dans un très bon état. Et voilà, j'ai l'impression que vraiment, post-épisode 8, le mal est entré dans Twin Peaks. Et on va avoir de plus en plus de petites vignettes comme ça dans les prochains épisodes. De moments, pas what the fuck, mais étranges, qui te mettent mal à l'aise. Et où tu te dis...
ah, j'aimerais pas vivre à cet endroit, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai pas envie d'aller. La Rodas, d'habitude, t'as envie d'y aller, t'as envie d'aller voir les concerts, t'as envie d'aller voir les groupes. À partir du moment où on te montre les Renault et ces deux personnages, tu te dis, ah, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Ah non, c'est un lieu de perdition. Maintenant, t'as l'impression que si t'y vas, tu vas perdre ton âme, quoi. Et moi, je me suis demandé si Zebra... Parce qu'au début, c'est Zebra is out. Je me suis demandé si c'était pas un dealer qui était Ouais, sorti je pense de que prison. c'est un nom de drogue, moi, qu'en fait, il y a plus de zèbres, mais il y a du pingouin, en fait. Ah ouais. C'est peut-être l'impression. Ah ouais, bon, de toute façon, Parce que ça parle beaucoup de drogue, cette saison. la question de la toxicomanie est au centre de cette Ah oui, saison oui, et, partout. et chez les plus jeunes. Ouais. Bah, en Et- fait, là, cette fille qui se démange, on dirait la fille de Shelley, version qui serait tombée dedans complètement, Ouais. quoi. Comment elle Complètement. s'appelle, cette Qui actrice, joue déjà Amanda Seyfried, incarnée Amanda par Seyfried. Amanda Non, comment s'appelle l'actrice qui se gratte? Oh, waouh. C'est une actrice assez connue. On hein. est censé savoir? Ah bon? Oui. J'ai jamais vu cette fille, moi. Elle est incarnée par Sky Ferreira. Méconnaissable. Voilà. Attends. Mhm. Sérieux? Ouais. Méconnaissable. C'est incroyable. Je ne l'aurais jamais reconnu. Et puis son C'est- truc sous le bras, là, moi, je me réveille avec ça, je vais à l'hosto direct. Hein. Ouais. Puis c'est intéressant, je pense que c'est Lynch qui a dû la rencontrer en méditation ou un truc comme ça et qui lui a dit bah, tu veux venir tourner une scène? Parce que c'est une actrice chanteuse, voilà, quand même une réputation. Et d'apparaître comme ça dans un épisode où on la reconnaît même pas, donc ça veut dire qu'elle a quand même dû être maquillée pendant pas mal de temps pour pouvoir faire cette scène. Et à chaque fois que je revois ces épisodes, enfin cet épisode en particulier, je me dis mais c'est vrai qu'il y a Sky Ferreira dans Twin Peaks, quoi. C'est bizarre. En tout cas, sur ce que vous disiez sur le fait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre un peu à cet endroit-là, je trouve qu'on le voit bien avec le générique, quoi. Qui est un moment, moi, que j'adore dans chaque épisode. Le starring Kyle MacLachlan. Ouais, à ce moment-là, et puis bon, le groupe qui joue, Ouais. voilà, qui joue ce qui se passe. Et là, je trouve que c'est assez représentatif de la chose, quoi. Après, tu peux un peu l'interpréter comme tu veux, selon ce que tu viens de voir. Moi, je trouve qu'il y a quand même une vraie étrangeté, un vrai suspense avec c'est Au revoir Simone, le groupe. Ouais. Il y a un vrai truc qui se passe à ce moment-là, je trouve, moi, qui me met dans un état de malaise. Il y a quelque chose qui se trame, quoi. Je sais pas trop, mais ça me met dans une espèce de préparation, en tout cas. Bah, elles font de la dream pop un petit peu, ou de Ouais. la synthwave, synth pop. C'est un peu de mon point de vue, les Judy Cruz modernes, on va dire, donc on peut voir dans Twin Peaks. C'est-à-dire que c'est souvent des chansons C'était rêveuses, mélancoliques, Ouais. avec une voix très, très zen, des présences un petit peu sur les C'est un bords. peu éthéré, les trois, mais- ouais, voilà. Mais vu ce qui précède, un peu à la manière de l'effet Kuleshov, tu vois, vu ce qui précède, bah moi, je l'interprète d'une certaine manière. En tout cas, ça me met dans un certain état. Il y a certains épisodes que je peux terminer en ayant plutôt le sourire. Mhm. Ça pourrait, selon ce qui précède, me mettre dans un état un peu positif ou contemplatif ou que sais-je, méditatif. Là, non, ça me met dans un état d'inquiétude. C'est vrai qu'on a deux versions, en fait. On a deux chansons d'Au revoir Simone. On les voit deux fois dans la saison. Je sais même pas si elles sont habillées différemment. Tiens, j'aurais dû regarder si elles ont eu un changement de costume ou si elles sont habillées dans les deux fois habillées pareil. Moi, je crois pas parce que la troisième brune, déjà la première fois, ça m'avait énervé. Il y a un truc qui m'énerve chez elle et je me suis dit, mais c'est pas vrai, elle change jamais en fait celle-ci. Parce que donc je pense que- elles ont les mêmes tenues, c'est ça. Je pense. Mais puis il y a une attitude, c'est trois fois Tammy quand même. Hein, Il y a de ça. no offense. Après, je trouve que ça pue Twin Peaks comme chanson. Déjà, le titre, Carrément. c'est A Violent Yet Flammable World. Oui, alors Donc, bien sûr. déjà, le titre... Oui. Tiens, j'ai regardé le générique. Et Pour changer. est-ce que vous saviez que Kyle MacLachlan était dans la série? Ah non, c'est pas vrai. Eh oui. Mais arrête. Non, là, c'est un très bon starring, Kyle MacLachlan, parce que il sait très bien timer quand la musique vraiment démarre à fond. À chaque fois, il time parfaitement bien le starring Kyle MacLachlan vis-à-vis. Quand tu écoutes la chanson, en l'écoutant, tu te dis ah, c'est le moment où je mettrai le starring Kyle MacLachlan, et c'est exactement ce qu'il fait à chaque fois. Est-ce que c'est pas quand même un épisode où on voit le moins Kyle MacLachlan? Il y en a un où on le voit vraiment qu'une scène, très rapidement. Bah, là aussi, non? Non, là, Ah, on, c'est Dans le on a Mr. C, on a Dougie. Ah mais oui, je Il y suis. a Mr. C, mais il y en a une de Doggy, une de Mr. C. Ouais. Mais tu vois, il est tellement bon que pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Mr. C. Il y a un épisode où, en fait, on voit Dougie qu'une seule fois. Et c'est quand il joue au baseball dans le jardin avec son fils et il se prend la balle dans la tête et ça dure un quart de seconde. Et c'est vraiment histoire de dire Kyle MacLachlan est dans cet épisode, quoi. Mais sinon, il apparaît, ouais, il est quand même bien présent. Et non, ouais, c'était un épisode sur
le FBI, sur le Sheriff Department et sur les Horn aussi, étrangement. C'est quand même, on suit trois personnages de la famille Horn. Et ça va être un truc assez récurrent. En fait, les Horn sont très importants dans cette saison, encore plus qu'avant, j'ai l'impression. Parce qu'ils sont plus nombreux maintenant. Ah, Ils se- Il y a une prolifération des hordes. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 9, Axel? Pour moi, comme je le disais, c'est le bon dosage pour sortir de l'épisode 8. C'est-à-dire que c'est un épisode qui nous met sur de nouveaux rails. On est sorti de quelque chose de majeur qui a remis les idées en place à tout le monde. Et là, maintenant, il est temps de revenir un peu à une narration un tout petit peu plus structurée. On tisse des fils et on lance la suite, quoi. Voilà. Donc, je dirais pas que c'est un épisode de transition parce qu'il s'y passe quand même des choses importantes. On n'est pas juste l'histoire d'aller d'un point A à un point B. En tout cas, c'est un épisode structurant. Voilà. C'est pas un épisode dans lequel il y a mes scènes préférées de la saison. Néanmoins, je pense qu'il est très important, quoi. Pour des raisons d'écriture. Oui, après, c'est pas... il n'est pas transcendant, quoi, l'épisode. Il n'est pas transcendant. Moi, j'adore la scène du tube, bizarrement. Enfin, la scène de Bobby, la scène du tube, qui aussi rajoute du mystère, qui nous ramène à ce côté un peu paranormal, étrange et machin. Après, quand tu sors du 8, qu'est-ce que tu veux faire C'est ça. à part aller C'est le calme après la complètement tempête. bien quoi. sûr, c'est fou. C'est vraiment... c'est l'antithèse du 8, mais même dans le groupe. C'est de Nine Inch Nails à Au revoir Simone. Enfin, tout est opposé l'un à l'autre. De Palma disait que tu pouvais pas faire un film en enchaînant que les grands moments de bravoure ou même que les grands plans séquences. Qu'à un moment donné, il fallait des variations. Et que les moments de bravoure et les grands moments n'existaient que parce qu'il y avait des moments en deçà. Et à un moment donné, cet épisode 9, je pense qu'il est là aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, là, je vais mettre des choses qui vont structurer mon récit. Pour autant, je vais y aller mollo sur les grands moments dont on va se souvenir d'ici quelques années, parce que si je fais que ça tout le temps, en fait, ça va pas fonctionner. Ils vont s'annuler, en fait. Et puis nous, on va imploser. Nous, en tant que spectateurs, on n'aurait pas pu enchaîner 2 épisodes 8, juste, en fait. Bah oui. Non, ça va. Non, ça va. non, c'est bon parce que déjà les 2 derniers épisodes de la série, c'est un peu comme enchaîner 2 épisodes 8. Et je pense qu'on s'en est jamais remis. Donc, j'aurais pas pu faire ça toute la saison. Je pense qu'on serait devenu fou. Oui, et puis en plus, voilà, vous l'avez suffisamment dit, Lynch qui considère ça comme un grand film de 17 ou 18 heures. Donc je pense qu'il a vraiment cette idée de rythme qui lui est chère. Je sais même pas s'il avait écrit cette chose de manière aussi précise. Est-ce que cet enchevêtrement était écrit à la base au scénario? Ça, je pense que la structure même de l'histoire, de retrouver les 2 Cooper, Major Briggs, Buck Horn, tous ces trucs-là, je pense que c'est quand même la colonne que Frost avait quand même dû bien travailler. Et ensuite, voilà, je sais plus ce que j'avais dit comme truc, mais c'est un peu comme si tu faisais une passe décisive pour Messi. Tu vois. Ouais. Non, mais là, je parle même plus en termes de. Waouh! Non, mais tu fais une passe décisive et lui, ensuite, il fait tout le reste. Donc, au final, on s'en fout que tu aies fait une passe décisive. Tout à fait. Et Frost, c'est un peu ça, en fait. Carrément. C'est un grade, hein, le pauvre. C'est un peu ingrat. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est même en termes d'organisation des scènes, les unes avec les autres. Est-ce qu'il avait prévu qu'on passerait des Horn au FBI, à machin? J'en sais rien. Non. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et donc, la question que je me pose, c'est peut-être qu'à un moment donné au montage, il s'est dit, bon, là, je sors de quelque chose de majeur. Je sens bien, en voyant mon petit monstre, qu'à cet endroit-là, il faut y aller un peu mollo. Et je vais, plutôt que d'aller trop vite sur une storyline, bon, bah, je vais organiser mes pièces. Et puis ensuite, on va aller aux moments fondamentaux, quoi. Tu vois. C'est pour ça qu'on te commissionne, en fait, Axel, pour faire interviewer les monteurs de cette putain de saison 3 et nous expliquer comment ça s'est fait. Je crois que c'est encore Dwayne Dillon. Écoutez, 18 heures. Ah ouais, non, je crois que c'est la même personne qui gère tous les épisodes de The Return. Bon, et écoute, voilà, tu sais ce qu'il te reste à écoutez, faire. les amis, on marche beaucoup en termes d'anniversaire. 2017, ça sera bientôt dans Oui, 10 ans. il a bien monté les 18 épisodes de Twin Peaks The Return. On veut le truc, on veut qu'il nous explique, là, on peut pas rester comme ça. Il m'avait donné rendez-vous sur Hollywood Boulevard dans un café dédié à Blanche-Neige et les 7 nains. Ah ouais? Ok, Voilà. d'accord. Voilà le genre d'homme que c'est. Non, on est bien.
Bon, bah, merci à vous deux de m'avoir rejoint. Charlotte, toi, tu vas donner des cours. Ouais, je continue. Twin Peaks, c'est quand? cours. Et ben, Twin Peaks, c'est. je devrais Ce savoir. serait déjà sorti. Et je ne sais pas. Et c'est mi-mai, je pense. Et c'est Mi-mai. chez Off Campus. Suivez Charlotte Voilà. Bloom sur Ouais, Instagram. car elle comme ne ça, connaît au pas moins, son planning. Voilà, elle ne connaît pas son planning. Axel, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous deux pour l'invitation. Donc, C'était un tu vrai m'as- plaisir. Tu m'as dit que ce film, ça va sortir un truc sur Twin Peaks dans pas longtemps. Alors ouais, bon, c'est juste une page, hein, donc c'est D'accord. une toute C'est déjà petite mieux que chose, rien. mais c'est juste qu'on a un super journaliste et monteur donc qui s'est mis en tête d'analyser quelques petits fondus enchaînés de cette saison 3. Super, trop bien. Ouais, donc c'est un bon concept. bon, C'est le genre de choses que nous, on peut pas faire parce qu'on fait que de l'audio. Donc, on peut pas vraiment s'amuser à. Moi, j'adorerais comparer des Carrément. plans avec d'autres films, avec les tableaux et les trucs comme ça, mais au final, bon, bah, on fait que de l'audio, donc Et chacun son taf et c'est très bien comme tout ça. à fait. Ceci dit, tu sais, nous on est à l'écrit, on n'a pas non plus on n'a pas non plus le plan Non, qui mais tu s'affiche. peux mettre des captures. Ouais. Ouais, tu peux mettre des quand captures, même c'est faire ça quelque la, chose. la grosse différence. Bien sûr. Mais non, merci beaucoup, c'était un plaisir. Et voyage à Twin Peaks, sinon, s'il y a des gens qui veulent récupérer ton livre. Ouais, Voyage à Twin Peaks, donc ça date de 2017 parce qu'il l'avait sorti pile pour la sortie. Ah, Avant, ça avait été une couve au film en fait, et ça a été ensuite gonflé en livre. Ouais, ça s'appelle Voyage à Twin Peaks, c'est trouvable un peu partout. bah, merci Et il est beaucoup. génial. C'est gentil. Franchement, ce livre est... He took me upstairs and he showed me these things called Wookiees. Pourquoi t'as remarqué ne parle pas de Star Wars?